Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour cette matinale Finovante organisée par Finance Novation sur l'AIA Act et les services financiers. Alors juste en quelques mots, Finance Novation, on a un pôle de compétitivité créé par l'État qui a pour objectif de rassembler les acteurs de la finance autour des grandes thématiques de l'innovation. Alors en quelques mots, cette matinale, elle va se découper en 2 conférences. La première sur comment l'IA Act impactera-t-il la compétitivité de la place financière européenne? Et la deuxième conférence sera sur comment mettre en œuvre l'IA Act au sein d'une organisation financière. Donc aujourd'hui, vous avez 8 experts qui vont vous parler de cette réglementation et je vais tout de suite leur donner la parole pour pouvoir démarrer. Voilà. Merci beaucoup, Anne. Bonjour à tous. Je suis Olivier Vignat, délégué général adjoint de Paris Europlace. Je vous remercie vraiment de votre participation ainsi que nos 4 experts ici présents. C'est un sujet, comme le disait Anne, qui est essentiel, nous semble-t-il. Vous savez que l'IA Act a été publié au journal officiel de l'Union européenne en plein été, le 12 juillet dernier. Il est entré en vigueur le 1er août donc 2024 et il a une entrée en application échelonnée selon ses dispositions. Donc, nous allons en reparler. Ce qui est important, c'est que c'est une innovation juridique en quelque sorte. Il n'y a pas d'équivalent de par le monde de cette volonté de normer une innovation dont on dit qu'elle est une innovation de rupture. Donc, avec nos experts que je vais rapidement présenter, il nous faudra savoir dans quelle mesure il était opportun, ou il est toujours opportun, pour la compétitivité européenne, d'avoir été en Europe à l'initiative d'une innovation réglementaire, au moment même où, dans d'autres régions du monde, et on pense tous évidemment aux États-Unis, eh bien, une orientation bien différente est envisagée, qui est celle d'une non-régulation, voire une dérégulation. Vous savez que la Californie avait envisagé de mettre en place une régulation de l'intelligence artificielle et finalement y a renoncé. Donc au moment où beaucoup de rapports, Mario Draghi, Enrico Letta, Christian Noyer, signalaient que l'Union européenne avait un défi de productivité, eh bien la question sera de savoir dans quelle mesure cette innovation réglementaire, l'IA Act, est à même de conforter ou pas la position de l'Union européenne, pas simplement en matière d'intelligence artificielle, de positionnement, je dirais, parmi les grandes régions économiques du monde. Alors, pour nous éclairer sur ces débats, nous avons la chance d'avoir à ma gauche Yann Mott. Donc, Yann Mott, tu es directeur exécutif de la chaire Scale-up de l'ESSEC. À sa gauche, Franca Salis-Madinier, donc qui représente la CFDT, vice-président du groupe travailleurs au Comité économique et social européen et membre de la commission IA à Guillaume-Bouvreau, qui a fait, comme vous le savez, un rapport au président de la République au printemps dernier. À sa gauche, Benjamin Tubiana, donc avocat au pôle FinTech chez AS Avocat. Et enfin, Alexandre Polakowski, tu es chef du projet IA Act pour le groupe BPCE. Donc, nous allons évidemment vous laisser la possibilité à l'issue de ces échanges de poser des questions. Peut-être faut-il commencer par des bases qu'il est important de rappeler. Donc, peut-être, Benjamin, pourrais-tu nous dire en quoi consiste l'IA Act, publié donc le 12 juillet dernier. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Ça marche. Ouais, ok. Merci beaucoup et merci à Finance Innovation pour l'invitation. Oui, donc l'idée, c'est évidemment pas de vous faire une présentation exhaustive de l'IA Act, mais simplement de rappeler les bases afin de démarrer le débat. L'IA Act, c'est pas un texte centré sur le droit financier. C'est vraiment un texte, je dirais, de société sur l'intelligence artificielle, qui se pose au fond la question de qu'est-ce qu'on veut faire de l'intelligence artificielle et surtout qu'est-ce qu'on ne veut pas que ça fasse.
Et donc, ce texte adopte une approche par les risques. Et donc, il classe en 4 grandes catégories de risques les différents systèmes d'IA et applique en fonction de ce niveau de risque des obligations qui sont différentes. Donc, tout d'abord, on a le risque maximal qui est le risque qui est qualifié d'inacceptable par le règlement. Il va s'agir de tout un tas d'applications, notamment d'utiliser des techniques subliminales pour manipuler des personnes. Il va s'agir d'utiliser l'IA pour exploiter la faiblesse de personnes âgées, par exemple. Il va s'agir de notation sociale. Donc, tous ces usages-là vont être interdits. Tous ces systèmes d'IA-là sont interdits. Donc ça, c'est assez simple. On a ensuite la deuxième catégorie, qui est en réalité celle qui occupe la majeure partie du règlement, qui est celle sur les IA à haut risque. Alors là, on a une liste, en fait, même 2 listes de ce que c'est qu'une IA à haut risque. Et en fait, on a un certain nombre de catégories, donc notamment l'IA qui va être utilisée pour l'administration de la justice, l'IA qui peut avoir une influence sur le processus démocratique. Et parmi cette liste, on a une catégorie qui va concerner un peu plus le domaine financier, qui est l'accès à des services publics et privés essentiels. Et en fait, dans cette liste, on a notamment l'activité bancaire, à savoir d'évaluer la solvabilité des personnes physiques ou établir leur score de crédit. Et on a également l'évaluation des risques et la tarification pour l'assurance vie et l'assurance maladie. Donc ça, c'est vraiment des activités qui vont concerner directement le système bancaire et l'assurance. Et donc, pour ces IA à haut risque, on va avoir tout un tas d'obligations. Elles ne sont pas interdites, mais il va falloir documenter. Donc, il va falloir mettre en place un système de gestion des risques, établir une documentation technique, assurer la gouvernance des données. Enfin, voilà, c'est vraiment l'essentiel des obligations du texte qui vont s'appliquer à ces IA-là. Ensuite, on a la troisième catégorie qui est les systèmes d'IA à risque limité. Et donc là, en fait, on va être essentiellement sur une obligation de transparence, c'est-à-dire que quand j'interagis avec une IA, je dois être au courant que c'est une IA en face de moi. Donc typiquement un chatbot, si c'est une IA, on doit me dire que je suis face à une IA. Quand je vois un deepfake, je dois être au courant que c'est un deepfake et que ce n'est pas la réalité. Et enfin, on a le risque minimal qui, lui, n'est pas réglementé. Alors le texte nous dit que ça concerne l'essentiel des cas d'usage de l'IA. Et donc, ça peut être de l'IA qui est utilisée dans des jeux vidéo, des filtres anti-spam, enfin, tout un tas de systèmes d'IA pour lesquels il n'y a pas vraiment de risque identifié. Et donc, il va y avoir un premier enjeu de qualification, c'est-à-dire de faire rentrer un système d'IA dans une catégorie pour déterminer le régime juridique qui va lui être applicable. À côté de ces systèmes d'IA, on a un chapitre à part qui est consacré aux IA dites à usage général, c'est-à-dire des IA qui peuvent réaliser en fait un certain nombre de tâches. Donc typiquement, ça va être ChatGPT, vous pouvez lui demander tout un tas de choses et en fait, il va pouvoir réaliser tout un tas de choses. Et donc pour ces IA à usage général, on a un certain nombre d'obligations spéciales, notamment respecter les droits d'auteur et puis encore une fois, fournir une documentation technique, des instructions d'utilisation, etc. Une autre question très importante, c'est sur qui portent les obligations. Et en fait, c'est important parce que ça va concerner toute la chaîne de valeur. Donc, les premiers concernés vont être évidemment ce qu'on appelle les fournisseurs d'IA dans le texte, c'est-à-dire les développeurs, ceux qui vont créer l'intelligence artificielle. Mais ensuite, toute la chaîne de valeur va être concernée. Et donc, par exemple, une banque qui utiliserait une IA d'un prestataire, de quelqu'un avec qui elle aurait contracté, mais qui va l'utiliser en interne à titre professionnel, elle aura aussi des obligations au titre de l'IA Act. Comme l'a dit Olivier, il va y avoir une entrée en application échelonnée, donc qui va commencer très vite en fait, dès le 2 février 2025. Et en fait, on est toujours dans cette approche par les risques, c'est-à-dire que la première chose qui va être faite dans le texte temporellement, ça va être d'interdire tout ce qui est IA inacceptable, à risque inacceptable. Donc dès le 2 février 2025, ces IA seront interdites. Et après, ça va être de manière échelonnée en 2026 et jusqu'en août 2027. Progressivement, les autres obligations vont entrer en vigueur. Dernier point de présentation, et après je cède la parole, c'est que il va y avoir des autorités de régulation qui sont en charge de contrôler le respect de l'IA Act. Donc dans le secteur financier, ça va être la CPR, donc ce qui est une bonne chose puisque c'est le régulateur qui est déjà
le régulateur compétent pour ces acteurs-là. Et on a la chance d'avoir dans la seconde table ronde quelqu'un de la CPR, donc ce sera très intéressant. Et puis, il y a un mécanisme également européen. Et on a la chance d'avoir à la présente table ronde quelqu'un qui travaille dans les institutions européennes avec Franca. Donc, ce sera très intéressant également d'avoir son retour. Merci Benjamin, y compris de la transition. Donc, effectivement, Franca, ce qui serait intéressant, comme Benjamin disait, les ramifications économiques, sociales, on parle beaucoup de l'impact sur l'emploi dans le secteur financier et bien au-delà. Quelle est la position ou l'avis à la fois du Comité économique et social européen et puis de la CFDT au moment où on dit que l'Union européenne n'est pas assez intégrée, pas assez unifiée, que l'Union des marchés de capitaux patine? Quel est le diagnostic à apporter? Bonjour, d'abord, je pense qu'on attaque fort le premier matin avec les Act. Ça doit être une des régulations les plus compliquées au niveau européen. 400 pages et voilà, interprétation des textes, etc. Donc, pour juste peut-être compléter ce qui vient d'être dit, je pense que tout l'échelonnement et ces types de notions et de régulations européennes, en réalité, traduit une civilisation, une culture qui est celle européenne et qui se compose, par exemple, à la Chine, où la notation sociale, c'est une pratique, c'est-à-dire que les citoyens sont fliqués dans tous leurs gestes et actes, et ils ont aussi des notations en fonction, par exemple, du fait qu'ils ont eu une amende parce qu'ils n'ont pas pris un billet dans le métro, dans les trains. Et voilà. Donc ça, en Europe, c'est interdit. Et l'AI Act, il y a deux objectifs qui ont été mis tout à fait en avant dans cette régulation, c'est d'avoir une stimulation pour la compétition, la compétitivité et l'innovation en Europe, tout en respectant les droits fondamentaux, valeurs européennes, mais aussi universelles, non-discrimination, égalité, santé et sécurité, par exemple, au travail. Donc, ça, c'est en conformité, une harmonisation, donc une régulation unique au monde, hein, comme disait Benjamin. L'Europe, c'est le seul continent qui régule pour la première fois cette technologie, pas la technologie, les usages. C'est pas la technologie qui est régulée, c'est en réalité les finalités, pourquoi on l'utilise. Donc, certains usages, la plupart sont plutôt en vert et en haut de la pyramide, hein, c'est plutôt les interdits ou les questions soumises au risque. Dans les questions au risque, il y a aussi les domaines RH, donc l'utilisation de cette technologie pour la gestion des ressources humaines, des hommes et des femmes au travail. Donc, c'est naturellement la partie qui intéresse quelqu'un comme nous, un syndicaliste, donc par rapport... Et donc, nous disons, d'abord, cette régulation doit gagner la confiance et l'acceptabilité, que ce soit au travail, mais aussi dans la société par les citoyens, parce que cette confiance facilitera la diffusion de cette technologie. Voilà un petit peu les postulats dans lesquels l'Europe démarre. Et alors, vous m'avez parlé d'emploi. C'est la question à 5 milliards d'euros. Alors, pour mon organisation et personnellement même tous les échanges que j'ai pu avoir, pour moi la question de l'emploi, notamment avec l'intelligence artificielle générative, il faut la prendre de cette façon. C'est une technologie qui va profondément changer la façon dont nous travaillons. Et c'est une technologie qui va concerner pratiquement tous. Cadres, nos cadres. Vous savez qu'avant, on parlait surtout des professions peu qualifiées, qui pouvaient être facilement automatisées. Aujourd'hui, nous avons tout aussi bien des télévendeurs qui sont à risque d'automatisation
très forte, donc à risque d'éviction, de remplacement, mais aussi des professions comme les comptables. Hein, si on va prendre ou dans le monde de la culture, journalistes, scénaristes, on a vu la grève aux États-Unis, par exemple, il y a 2 ans. Donc, je dirais pas que tout est déterminé ou prédéterminé, et pour nous, et donc le rapport que nous avons rendu à M. Macron en mars de l'année dernière, d'ailleurs, dans les premiers chapitres et dans les premières recommandations, il y a un postulat de dire c'est à travers le dialogue social, par exemple, dans le travail, que nous pouvons introduire cette technologie, la déployer, tout en menant un dialogue avec les représentants des travailleurs pour optimiser, je dirais, les utilisations et minimiser les risques. Dans l'emploi, rien n'est pas déterminé ou prédéterminé. Moi, je pense qu'il y a 2 finalités et je m'en arrête là pour ces premiers rounds. La finalité que veut que cette technologie, elle est amenée à nous remplacer, donc une automatisation à court terme paresseuse, comme certains l'appellent, hein, c'est-à-dire qu'il ne va pas produire beaucoup de valeur ajoutée au niveau du service rendu au client, ou on peut avoir l'introduction d'une technologie pour améliorer la qualité de nos produits, mais aussi la qualité des services, par exemple, lorsqu'il s'agit... et donc là, vous voyez, on n'est pas en train de remplacer les humains par les machines, on est en train, pas d'augmenter, je n'aime pas trop les termes, mais de complémenter l'humain avec l'aide des machines qui peuvent faire plein de choses mieux que les humains, mais il y a beaucoup de choses que les humains font et que les machines ne pourront pas faire. Au moins, moi, je considère que ce n'est pas des statistiques qui vont remplacer nos qualités humaines. Donc voilà, l'IA, ce n'est que des probabilités et des calculs mathématiques. Voilà, donc complémentarité ou remplacement, ça dépend aussi. Et moi, je le vois déjà dans le monde, dans certains pays d'Europe, on remplace beaucoup plus facilement lorsqu'il n'y a pas de contre-pouvoirs qui disent mais pourquoi remplacer? On garde les personnes, on les forme, par exemple. Donc l'importance de la formation, et d'ailleurs dans les rapports rendus, elle est essentielle, elle est soulignée. Voilà, formation massive et rapide, parce que cette technologie, elle est très rapide. Elle est accélérée et on est en retard, bien évidemment, toujours par rapport à une évolution technologique, et celle-là en particulier qui a chamboulé le monde, je dirais, du travail et de la société il y a même pas 2 ans désormais. Oui. Merci beaucoup, Franca. Alors, on reviendra peut-être sur la partie recommandation dans un second temps, mais comme Franca a indiqué qu'il y avait un choix de civilisation. Franca a évoqué la Chine. En introduction, j'évoquais les États-Unis. Donc, ce que je n'ai pas dit de Yann, c'est qu'il a vécu plus de 10 ans aux États-Unis. Donc, c'est le témoin parfait de 2 voies qui divergent, me semble-t-il, dans une assez large mesure. L'Union européenne régule. Les États-Unis semblent ne pas vouloir réguler, pour ne pas dire davantage. Quel est ton sentiment sur non pas peut-être la meilleure voie, mais en tout cas celle qui assure le meilleur développement de cette technologie de rupture? Quelles sont les meilleures façons pour en tirer les meilleurs bénéfices, se garder des inconvénients qu'évoquait Franca en matière de notation sociale? Quel est le comparatif Europe-États-Unis que tu peux nous proposer, Yann? Alors merci pour cette longue liste de questions très compliquées. En commençant d'abord par un remerciement à Finance Innovation de nous avoir invité. Une bonne année à tous. Donc quelques pistes de réflexion. Effectivement, je reviens juste de 10 ans aux États-Unis où j'habitais à Los Angeles en travaillant dans la tech. Donc la première chose, et je voudrais rebondir sur les 2 premiers intervenants, et c'est d'autant plus clair quand on revient en Europe et qu'on réfléchit à comment avoir le meilleur des 2 mondes. La régulation, c'est d'abord une expression des valeurs. D'accord. Aujourd'hui, dans l'AI Act, pour résumer un petit peu aussi ce que tu disais, le risque inacceptable, il est lié aux libertés individuelles.
le haut risque, il est lié à la discrimination. Moi, en tant qu'Européen, je suis extrêmement fier qu'on légifère là-dessus et qu'on ait ça comme direction. D'accord ? La question dans un environnement compétitif, où se posent les questions de croissance, d'innovation, de scalabilité, de profitabilité, c'est qu'est-ce qu'on fait pour transformer ça en avantage compétitif. C'est ça la vraie question. La question, c'est pas l'éternel débat, est-ce que la régulation empêche l'innovation? C'est une question paresseuse. La vraie question, c'est comment doit-on s'organiser pour favoriser une innovation qui bénéficie à tous. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a énormément de régulations qui sont bénéfiques. Les brevets, c'est ça qui permet aux entreprises d'investir sur le long terme. Après quelques années de crypto un peu débridées, de quoi rêvent les gens de la crypto? De régulation. Parce que sans régulation, on voit bien que ça a du mal à décoller, qu'il y a des problèmes de confiance. De même, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels l'absence de régulation a des effets absolument énormes, négatifs, sur l'ensemble du monde. La crise des subprimes, d'accord ? Le coût de la crise des subprimes est proche de celui du Covid. Je vous implique à rechercher ça sur Google ou à vous balader sur les différents modèles de Generative AI sur le sujet. La crise de subprime, elle vient fondamentalement de la dérégulation américaine. Donc c'est très important de garder en tête les externalités aussi de telle ou telle régulation ou des régulations. Donc moi, une des pistes de réflexion que je propose au fur et à mesure qu'on avance dans le panel et que sur lequel je vous invite à réfléchir, c'est justement comment transformer, comment avoir un process assez élégant entre ce qu'on veut être, la manière dont on transcrit dans nos régulations et la manière dont on transforme ça en avantage compétitif. Je vais vous donner juste un exemple tout bête, qui est les entreprises et l'organisation ont besoin de la confiance des consommateurs. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas en Europe, qui ont plutôt envie d'une IA qui respecte leurs libertés fondamentales, qui ne soit pas discriminative et qui n'ait pas été testée sur les Ouïghours. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut exporter, par exemple. Voilà. Merci beaucoup, Yann. Alors maintenant, Alexandre, pour le secteur financier BPCE, Benjamin disait que l'IA existe et mise en place sans peut-être avoir été qualifiée comme telle depuis très longtemps dans le secteur financier pour lutter contre la fraude, pour faire de la notation de crédit. Aujourd'hui, avec les chatbots qu'évoquait Benjamin, pour améliorer la relation client. Quelle est, pour un grand groupe bancaire, l'approche que l'on doit avoir de cette IA Act, en sachant qu'il y a beaucoup... Donc l'IA Act est un règlement, il y a des normes de niveau 2 d'application RTS, ITS qui ont été tardivement publiées ou qui ne le sont pas encore. Donc, en tant que chef de projet sur l'IA Act, quel est ton sentiment? Quelle est ton analyse? Est-ce qu'on avance convenablement? Quelles sont les difficultés? Et après, on partira sur les recommandations. Merci Olivier, je pense que tu as résumé toutes les problématiques qui sont abordées en ce moment avec l'AI Act. Bonjour à tous. Donc effectivement, je pense que c'est important de rappeler dans un premier temps que l'intelligence artificielle, historiquement, elle est utilisée énormément dans le secteur bancaire, que ce soit en termes de machine learning, de deep learning, mais également d'approches qui sont plus simples et plus traditionnelles. Elle est utilisée dans un certain nombre de secteurs, évidemment, on le disait tout à l'heure, pour l'octroi de crédit, l'évaluation de la solvabilité des personnes, pour
pour déterminer leur éligibilité à un prêt, mais également pour la lutte contre la fraude, pour notamment pouvoir détecter des anomalies sur les comptes bancaires de nos clients et les protéger la société de la fraude. Elle est également utilisée évidemment au service de nos collaborateurs, au service de nos conseillers pour proposer notamment des services front to back-end qui soient plus optimisés pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et puis, elle est utilisée aussi, on en parlait, pour la simplification de la relation avec le client, pour lui proposer des offres qui soient toujours plus adaptées, toujours plus personnalisées et pour l'aider dans son parcours bancaire. Et ça passe notamment la plupart du temps par le biais des applications mobiles. Mais à côté de ça, je pense que c'est important de rappeler que côté secteur bancaire, on n'a pas attendu l'AI Act pour se mettre en conformité avec un certain nombre de règles, d'exigences, parce qu'on est un secteur qui est hautement réglementé, qui est hautement surveillé, et donc on a d'ores et déjà, depuis un certain nombre de temps, des exigences prudentielles de la part de nos superviseurs qui viennent contrôler un certain nombre de choses et qui nous imposent de mettre en place des systèmes de gestion des risques des modèles. Ce qui fait qu'on est soumis à devoir mettre en place ce qu'on appelle un dispositif MRM de gestion des risques des modèles qui nous incitait déjà très fortement à identifier l'ensemble de nos modèles au sein de notre groupe bancaire, à mettre en place une gouvernance autour de ces modèles, par exemple définir la première ligne de défense, la deuxième ligne de défense, dispatcher les équipes de développement et de modélisation des équipes de validation, également assurer la bonne gouvernance de la donnée, assurer la bonne documentation de nos modèles. Mais pour autant, évidemment, l'AI Act, on le disait, va apporter des règles nouvelles. Donc, c'est un texte qui est horizontal, mais également pour le secteur financier, il va forcément y avoir un certain nombre de règles nouvelles. Néanmoins, je voulais attirer l'attention aujourd'hui sur le fait que, effectivement, tu le disais tout à l'heure, c'est un texte qui, sur un certain nombre de points, est encore assez flou et qui va nécessiter d'avoir des textes de niveau 2 d'interprétation, de guidance, de guidelines pour pouvoir mieux comprendre certains passages de l'AI Act et aider les acteurs à se mettre en conformité plus rapidement et à respecter les deadlines réglementaires qui sont posés par le texte. Ça passe par un certain nombre de sujets. Il y a déjà un premier point, c'est le sujet de la définition de ce qu'est de l'IA. Jusqu'ici, il n'y avait pas de définition universelle de l'intelligence artificielle et ça a été un vrai challenge pour les régulateurs de poser cette définition qui est alignée d'ailleurs avec celle de l'OCDE. Donc, on nous dit que c'est un système qui est basé sur la machine, qui a une capacité d'inférence, différents niveaux d'autonomie, qui s'adapte la plupart du temps après son déploiement. Mais derrière cette définition qui est très large, on a parfois du mal à comprendre opérationnellement à quoi correspond l'IA. Est-ce que, par exemple, la régression logistique, qui est une approche très traditionnelle, qui n'est pas considérée par la Banque centrale européenne comme de l'intelligence artificielle et qui a des règles qui, la plupart du temps, sont quand même hautement intelligibles, est-ce que c'est de l'intelligence artificielle? Bon, ça, c'est le type de question qui peut se poser à l'issue de cette version finalisée du texte en attente des textes de niveau 2. On a évidemment des questions sur les IA au risque. Benjamin, tu en parlais tout à l'heure, les IA de credit scoring, les IA de tarification et évaluation des risques assurantiels. En pratique, quelles sont les obligations réglementaires qui vont se poser? On a déjà un certain nombre d'indices avec le texte, mais on a en attente notamment de standards qui sont en cours de réalisation avec un organisme de standardisation européen, le CNCNELEC, qui est en train de travailler sur le sujet, mais qui va venir préciser auprès des acteurs les attentes techniques, opérationnelles qu'on a sur le texte. Et enfin, on a notamment des questions autour de la gouvernance. Donc, on le disait, on a la CPR qui est présente dans la salle et qui sera superviseur du texte pour le secteur financier. Pour autant, on attend aussi la nomination du superviseur français national sur le texte. Il y a des indices comme quoi ça pourrait être la CNIL, mais ce n'est pas encore acté. On peut se demander, par exemple, côté secteur bancaire, s'il y aura un partage des responsabilités entre les superviseurs, s'il y a des différences d'interprétation entre les deux superviseurs, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Donc voilà. Pour conclure, oui, le sujet de l'IA est un sujet stratégique pour le secteur bancaire. On a déjà un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place, mais l'AI Act est fondamental et va apporter un nouveau degré de responsabilité auprès des acteurs. Merci beaucoup, Alexandre. Donc, je comprends que finalement, l'humain, quand tu parlais de risk management, cartographie des risques,
est inévitablement présent, même s'il y a de la machine, il y aura toujours in fine une validation avec un facteur humain inaltérable. Alors, j'ai envie maintenant, si on essaie de parler, Franca, des recommandations qu'on a un petit peu évoquées en première partie, notamment dans le cadre du rapport qui a été remis au président de la République. Comment consolider cette voie européenne originale en matière de régulation de l'IA sans brider l'innovation? Quelle est la meilleure façon pour tirer tous les partis possibles, positifs bien sûr, de cette innovation de rupture? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faisables, d'autres qui le sont sur le moyen terme, d'autres dont on peut-être peut douter de la faisabilité, mais comment accompagner et renforcer cette voie européenne? Peut-être ça a été dit par Yves tout à l'heure, mais lorsqu'on se compare aux autres continents, on a ces narratifs, ces récits, les autres innovent, même sans démocratie, comme la Chine. Il n'y a pas besoin de démocratie pour innover. C'est une dictature et ça innove au niveau de l'intelligence artificielle. Et en même temps, l'Europe régule. Et moi, je pense qu'il faut quand même, on l'a dit sur l'aspect qu'est-ce qu'on veut, dans quelle société européenne nous voulons-nous vivre en général, et les autres peuvent nous envier ces préconisations et ces protections pour les libertés et les droits fondamentaux. Donc je pense que c'est pas quelque chose qu'on peut vendre. Et la démocratie qui va avec, quand on a un contexte aujourd'hui, on les voit aux États-Unis, voilà, sans faire trop de politique, mais on voit bien les dangers de déréguler, mais pour des intérêts surtout personnels, parce que je rappelle qu'Elon Musk, il y a quelques 2 ans, disait il faut un moratoire et arrêter la recherche sur l'intelligence artificielle générative parce qu'elle est dangereuse. C'est parce que surtout c'est pas lui qui l'a mis sur le marché en premier. Donc, je reviens à cet aspect donc d'innovation. Je pense que l'Europe doit investir plus. Nous avons des capitaux d'investissement très faibles par rapport à la Chine, par exemple, aux États-Unis ou à la Corée. Donc, l'Europe, elle n'a pas un marché des capitaux unifié, donc les marchés intérieurs financiers n'est pas accompli. Et chacun, il y a toujours les égoïsmes nationaux qui prévalent même dans les stratégies, par exemple, de déploiement de l'intelligence artificielle. Ce que l'Europe aussi a besoin, c'est d'avoir des talents. Et ça, on l'a dit aussi dans les rapports. Et tout ça va contribuer aussi à innover et à croître. Et surtout, ne pas essayer, on en parlait tout à l'heure, pour rattraper les géants du numérique. C'est déjà trop tard, on ne va pas rattraper Google par rapport à ça. Par contre, l'Europe peut se concentrer sur des segments qui peuvent représenter une alternative et faire de cette régulation et des libertés et des protections qu'elle garantit un avantage concurrentiel. Ce que disait Madame von der Leyen lors du premier mandat, l'IA est pleine d'opportunités, elle a aussi des risques, et faire en sorte que ces risques soient minimisés, on peut faire un avantage concurrentiel. Donc, jouer un peu sur les plateaux des gagnants. Alors, moi, après, je me rapporte par rapport au monde du travail. Moi, je pense que l'AI Act, et c'est pas moi qui pense ça, n'est pas fait pour le monde du travail, parce que d'ailleurs, la gouvernance au niveau européen, c'est la DG Grow, donc croissance, et la DG Connect, c'est-à-dire la DG numérique, innovation, digitale. C'est pas la DG emploi. Donc, nous, ce qu'on disons, c'est que la gouvernance devrait déjà changer pour intégrer tous les aspects qui sont quand même des aspects fragilisants pour les droits des hommes et des femmes et pour les droits des travailleurs. Et je dis ça parce que ce qu'on appelle les principes européens par excellence par rapport à cette technologie, déjà dicté en 2018 avec les guidelines, c'est l'homme, l'humain aux commandes. C'est ça le slogan et les principes européens fondamentaux par rapport. Et on voit que dans les systèmes d'intelligence artificielle qui aujourd'hui prennent des décisions tout à fait en autonomie, et le contrôle humain, il est très difficile
à assurer. Donc, par exemple, nous disons qu'il faudrait étendre, pas uniquement aux banques, aux entreprises qui garantissent des services publics, l'aspect de la évaluation par rapport aux risques sur les droits fondamentaux, la santé et la sécurité, par exemple, au travail, à toutes les entités et pas uniquement aux banques. Ça, c'est une des préconisations. Et donc, comme je disais aussi, élargir la gouvernance et faire en sorte que dans la partie gouvernance, il y ait aussi la partie des travail. Donc, DG Emploi en Europe et la CNIL, j'espère, en France, même si la question aujourd'hui est débattue. Voilà pour être... Merci. Merci, Franca. Alors, peut-être, Yann, si tu veux bien, peut-être compléter ou réagir à ce que disait Franca sur l'aspect, Franca a évoqué les États-Unis. Est-ce qu'une régulation pareille peut être un facteur d'attractivité alors que les États-Unis semblent suivre une voie différente? Quelle est ton analyse? Alors, la réponse est oui, mais il faut qu'on s'organise. Donc, quelques pistes à discuter pour vous en interne, et notamment quand vous discutez avec le régulateur, avec cet objectif de favoriser la croissance et l'innovation en Europe. La première chose, il faut marteler le fait que plus il y a de régulation, plus c'est les grandes entreprises qui en profitent. Parce que c'est elles qui ont les capacités de naviguer cette régulation. Et dans l'IA, les grandes entreprises, c'est les entreprises américaines. Donc plus on fait de régulation sur ce sujet, plus on favorise les entreprises américaines. Donc je voudrais faire la distinction entre le fait que je trouve que l'IA Act est super parce qu'il promeut des valeurs européennes, dont parlait Franca, le fait qu'il fait 400 pages et qu'on en ait encore à de nouveaux centaines de pages d'interprétation, ça c'est un énorme problème. D'accord ? La deuxième chose qui est intéressante, j'ai découvert hier en travaillant un peu sur le sujet le terme de régulation permissive pour décrire un certain nombre de choses que font les États-Unis, c'est de se poser la question de à quel moment on régule ou pour quel type d'entreprise, en termes de taille, on régule. Il n'y a pas aujourd'hui, on a un écosystème de start-up qui commence à tourner en Europe. Il faut qu'elles arrivent à passer à la vitesse supérieure, ces fameux systèmes d'escalope. Est-ce qu'il y a un certain nombre de réflexions à avoir sur des effets de seuil? C'est juste une question. En France, par exemple, le droit du travail est beaucoup lié à si vous êtes en dessous ou au-dessus de 50 employés. Ça serait quoi l'équivalent pour ce type de régulation? Alors, il doit y avoir des lignes rouges, comme par exemple sur ce qui est risque inacceptable par rapport aux autres risques, mais on doit pouvoir être capable d'avoir une gradation là-dessus. Alors, ceci dit, et pour finir sur ce point, il y a quelque chose qui est très important je trouve, dans cette EU Act, qui est une avancée positive, c'est qu'on se positionne sur les usages et pas sur le comment. C'est-à-dire que, pour être très honnête, moi, ça m'est égal un petit peu la définition de l'IA dans ce cadre-là. La question, c'est les outils de flicage des populations sont interdits, point barre. Peu importe. Et ce qui est très important, c'est que c'est interdit pour tous les gens aussi qui viennent avec leur business, leurs produits en Europe, qu'on peut avoir un avis sur la manière dont ils peuvent utiliser ces produits ailleurs, par exemple. Merci beaucoup, Yann. Alors, je voyais Benjamin opiner lorsque Yann parlait de l'accumulation de réglementation. Franca, j'aimerais bien avoir ton avis d'avocat parce que Franca évoquait la nécessité de faire des études d'impact avant de réguler ou même après avoir régulé pour s'assurer que la réglementation est opportune. Yann disait qu'on peut avantager de très grandes entreprises quand on a une forme d'avalanche réglementaire. Et c'est vrai que on a, ces dernières années, dans l'Union européenne, on a eu MiCA en matière de crypto, on a eu DORA en matière cyber. Ça n'est pas la même chose, mais par exemple, les risques cyber s'accroissent avec l'IA. Donc, en tant qu'avocat, comment réagis-tu face à cette, je dirais, avalanche normative? Quelle est la bonne façon de réguler sans trop brider?
Oui, merci. Alors effectivement, l'IA Act, on l'a dit un peu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas sous-estimer ce que c'est. C'est-à-dire que à intégrer dans une banque, ça va être quand même un sacré travail. Il y a des notions nouvelles, il va y avoir des textes de niveau 2, de niveau 3, avec des choses assez précises, assez techniques, qui vont en plus mettre un certain temps à être déterminées. Donc voilà, ça va être quand même, ça va représenter un défi en termes de mise en conformité, de gestion des coûts pour les banques. D'ailleurs, ça intégrera vraisemblablement à terme les départements conformité. Et c'est vrai que cette fonction de conformité, elle prend de plus en plus de place. Au début, c'était grosso modo la lutte contre le blanchiment, le contrôle interne, et puis est venue la protection des investisseurs, le RGPD, maintenant l'IA. Donc c'est effectivement en fait ça favorise en ce sens les grands acteurs, puisque pour avoir des telles fonctions de conformité, il faut quand même être assez solide. En plus de ça, donc ce qui est propre à l'IA Act, on a effectivement en même temps un certain nombre de textes très importants et techniques sur des matières technologiques qui arrivent. Donc là, on a donc l'IA Act qui va commencer à entrer en vigueur dès le 2 février sur les risques inacceptables, et puis qui va se dérouler progressivement. On a le règlement MiCA, qui vient d'entrer en vigueur complètement le 30 décembre dernier, sur tout ce qui est réglementation des cryptoactifs. C'est un texte, encore une fois, qui est assez dense, qui a nécessité pas mal de textes, niveau 2, niveau 3, encore une fois, pour expliquer dans le détail comment ça allait marcher, parce qu'on part encore une fois d'une innovation technologique, en fait, qui est la blockchain. On a le règlement DORA, qui arrive également de manière imminente, et qui est toujours la même chose, très technique, donc c'est sur la cybersécurité, et qui va être assez complexe à mettre en œuvre. Et en fait, voilà, ça pose tout un tas de défis pour les professionnels, donc que ce soit les banques elles-mêmes ou même nous, côté professionnel du droit, où en fait, on doit constamment se mettre à jour, absorber des nouveaux textes et puis en fait, s'ouvrir à finalement tous ces nouveaux textes technologiques qui ne sont pas des textes de régulation financière. L'IA Act, vraiment, ce n'est pas un texte de régulation financière, c'est un texte, on l'a dit, vraiment de société qui a des impacts sur la finance parce que c'est un élément essentiel de la société. La blockchain, c'est un peu différent parce que ça a plein d'applications, mais ça a quand même été pensé beaucoup dans une optique de finance. La cybersécurité, ça concerne tout le monde aussi. Alors, ça va concerner particulièrement les banques qui sont des cibles privilégiées, qui ont des données particulièrement sensibles, mais ça concerne, on le voit, des hôpitaux, des universités, des petites entreprises, enfin vraiment tout le monde. Donc, il y a un vrai travail, un vrai défi. Après, une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est quand même d'essayer de s'en sortir le mieux possible. Et je rejoins complètement tout ce qui a été dit sur le fait que c'est vraiment un texte qui est porteur de valeur et donc il ne faut pas le voir uniquement en termes de compétitivité. Sur la compétitivité, néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit qu'il y a une volonté quand même dans le texte de l'IA Act et dans les premières choses qu'a pu dire l'ACPR en la matière, de capitaliser sur ce qui existe déjà et de ne pas tout recommencer. Comme on l'a dit, en fait, il y a déjà énormément de choses qui sont faites en termes de conformité dans les banques. Et donc, l'idée, c'est quand même de s'appuyer là-dessus pour avancer. Par ailleurs, l'IA, on voit, c'est un outil qui est tellement puissant qu'on peut se dire que à terme, il me semble que ce sera réglementé partout. Je ne vois pas comment on peut continuer, surtout à la vitesse à laquelle ça évolue. Mais en fait, simplement de dire quand je suis face à un deepfake, il faut que je sois au courant que ce soit un deepfake, je pense que c'est une très bonne règle. Et je ne vois pas comment on pourrait s'en passer, surtout dans les temps qui arrivent, ça promettent d'être assez instables et où la technologie va jouer un grand rôle. Et enfin, dernier point pour être un peu positif aussi, c'est que l'IA Act, en fait, c'est une réglementation produit. Et donc, ça ne va pas toucher finalement que les entreprises européennes. Mais en réalité, ça va toucher toutes les entreprises qui font une IA qui sera utilisée dans l'Union européenne. Donc en fait, si vous avez des entreprises américaines, évidemment que leur technologie a vocation derrière à être vendue en Europe, pour être vendue en Europe, pour être implémentée en Europe, il faudra qu'elle respecte l'IA Act. Oui, merci. On n'a pas évoqué effectivement d'autres aspects de cette finance numérique, le Digital Market Act ou le Digital Services Act qui s'applique aussi, on le voit aujourd'hui avec l'actualité, à des entreprises, notamment américaines. Alors, Benjamin disait qu'effectivement,
enfin ce que tu disais aussi Alexandre au départ, c'est-à-dire que le secteur financier est déjà régulé depuis des décennies. Le contrôle interne, c'est 1997, donc ça fait quand même quelques temps. Quelle est la bonne approche que doit avoir en termes de compétitivité, en termes d'adaptabilité, le secteur financier pour BPCE? Comment Alexandre, arrives-tu à capitaliser sur ce qui existe déjà pour ne pas inventer l'eau tiède? En même temps, c'est une réglementation, l'IA Act, qui a des implications énormes. On évoquait la formation avec Franca. Quelle est la bonne approche qu'un groupe comme BPCE propose à ses salariés, à ses sociétaires, à ses concurrents? Est-ce qu'il y a une originalité? Quelles seraient les recommandations que tu pourrais nous proposer? Oui, merci Olivier. Alors avant ça, je voulais juste abonder dans le sens de ce qui a été dit auparavant. Indubitablement, l'AI Act va être vraiment un vecteur de confiance dans l'intelligence artificielle en Europe. C'est d'ailleurs la vocation qu'avait la Commission européenne en 2021 quand elle a proposé le texte en disant notre objectif, c'est de créer à la fois sur les investissements un écosystème d'excellence, mais sur la réglementation de créer un écosystème de confiance pour faire en sorte que les citoyens européens adoptent l'intelligence artificielle. Et côté secteur bancaire, et je crois que c'est le dernier baromètre de l'Axel qui en parlait, le secteur bancaire est le premier secteur dans lequel les Français ont confiance devant même l'administration. Donc on a un engagement extrêmement fort vis-à-vis de nos clients et d'autant plus nous, groupe BPCE en tant que groupe mutualiste, un engagement sociétal qui est fort d'assurer et de fournir à nos clients des services qui soient responsables, éthiques, sécurisés, transparents. Et c'est le cas évidemment aussi avec l'intelligence artificielle. Pour ce qui est ensuite du challenge que représente l'AI Act pour le secteur financier, le challenge, il est que la technologie, elle avance au rythme à laquelle elle avance. Et donc, en réalité, on va tous apprendre en marchant, on va tous apprendre en faisant, que ce soit d'ailleurs les régulateurs, les superviseurs et également les organismes bancaires. Et d'ailleurs, on peut le voir au travers de l'évolution du texte. Dans la première version de l'AI Act, en 2021, le sujet de l'IA générative, tu en parlais tout à l'heure Benjamin, ce qu'on appelle l'IA à usage général, n'existait pas. On était juste sur la pyramide des risques avec les 4 niveaux de risque dont on vient de parler juste avant. Et en fait, c'est avec la révolution de ChatGPT, avec la démocratisation de l'IA générative que ce sujet est apparu en bout de course du texte et qui a fait qu'il a commencé à avoir des dispositions spécifiques dans le texte sur le sujet. Et je pense que ça va être à l'image de ce qui va se faire au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que il faudra à la fois que les superviseurs aient une approche agile sur le sujet et évoluent rapidement au rythme de la technologie en apportant aux différents secteurs et notamment au secteur financier des guidelines, des guidance, des interprétations, des jurisprudences pour qu'ils puissent les assister dans leurs travaux de mise en conformité. Finalement, si on fait un parallèle avec le RGPD, à l'époque, avec le RGPD, les acteurs français avaient la chance de pouvoir se reposer sur la CNIL qui existait déjà depuis un moment avec la loi informatique et liberté notamment. Là, pour le coup, le superviseur financier, la CPR, va devoir monter en niveau sur le sujet au même titre que l'ensemble des organismes de supervision du texte. Et pour ce qui est du secteur financier, ça va être exactement la même chose pour nous. Il va falloir que notre approche, elle soit évidemment, notre stratégie soit robuste, sécurisée, transverse, mais également qu'elle soit adaptative et agile pour prendre en considération toutes les évolutions possibles de la technologie et de la réglementation. Merci beaucoup Alexandre. Je pense que nous avons le temps, je me tourne vers les organisateurs, de prendre, si vous en avez, quelques questions, ou bien dans la salle, ou bien en ligne s'il y en a. Je ne sais pas si parmi vous qui avez fait le déplacement, et nous vous en remercions, vous avez pour nos 4 experts des questions à poser sur ce qui a été dit. Je vois deux mains levées, donc 3, allez-y, 4, bon, je vous en prie, posez les questions que vous souhaitez poser. Oui, bonjour. Je veux rapporter sur un autre aspect. Alors, quelle est mon expérience sur le risque que peut apporter l'IA au niveau des consommateurs? Alors, au niveau des banques, moi j'ai pu le constater, au niveau d'entreprise, alors je parle de petites entreprises, de moyennes entreprises,
qui, au moment de l'obtention de crédit, discutaient avec leurs banquiers, qui généralement, l'interlocuteur ne savait pas du tout comment avait été étudié le risque, parce que ce qui se passait, c'est que les liasses fiscales étaient scannées par une entreprise, qui rentrait dans un logiciel de la banque et ressortait un résultat. L'interlocuteur ne savait pas du tout comment c'est fait. Bon, ce qui va être particulier, avec l'IA, est-ce qu'il n'y a pas le risque encore supplémentaire d'avoir d'une manière tout à fait impersonnelle et neutre, et donc d'avoir des implications sur même le tissu économique? Merci beaucoup. On va essayer d'apporter, comme il y a beaucoup de questions, des réponses les plus synthétiques et j'espère rassurantes. Alexandre, peut-être si tu peux nous dire si les prêts aux entreprises vont être encore plus faciles ou difficiles? Alors, avec la réglementation déjà existante, on a déjà des obligations qui font que, notamment avec le RGPD, lorsqu'il y a un traitement automatisé, il faut pouvoir expliquer l'origine du traitement et comment celui-ci a procédé. Également, avec l'AI Act, en l'occurrence, lorsqu'il y a des questions d'octroi de crédit, d'évaluation de solvabilité, c'est un sujet qui est délibérément désigné comme étant à haut risque. Et dans les obligations des IA à haut risque, dans le cadre du système de gestion des risques qui doit être mis en place par les entreprises, il faut notamment assurer la supervision humaine et l'explicabilité du système. Donc c'est un vrai enjeu parce qu'il y a des vrais risques derrière et il faut de la transparence pour le client et le consommateur. Donc effectivement, c'est un sujet qui est bien pris en compte dans le texte. Merci beaucoup Alexandre. Il y avait une question devant, merci beaucoup. Bonjour, Louis de Georges, je suis avocat spécialisé en réglementation bancaire et financière. Moi, je n'avais pas vraiment une question, mais plutôt une remarque, et ça serait aussi intéressant d'avoir l'avis des représentants de la CPR tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une réelle révolution ou un réel impact sur la compétitivité du secteur financier français à attendre du fait de l'IA Act? Parce que, notamment, mon confrère le disait, ou monsieur de la BPCE, vous l'évoquiez, les établissements financiers, notamment les banques, les entreprises d'assurance sont déjà soumis à des exigences en matière de réglementation, de contrôle interne, d'organisation. Il était fait référence aux mécanismes de lutte de défense, de ligne de défense en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Et voilà, donc est-ce que réellement l'IA Act va venir chambouler la façon dont fonctionnent les établissements bancaires ou les établissements assurantiels? Je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'ils sont déjà suffisamment armés pour cela. Merci beaucoup. Alors la CPR n'est pas à cette table ronde, mais je ne sais pas si tu veux, Benjamin, dire quelques mots de confrère à confrère. Oui, très rapidement. Je ne pense pas que ça va chambouler les banques. En revanche, ça fait un texte en plus à respecter. Donc voilà, il y a quand même toute une mise en place à faire. Mais voilà, effectivement, les banques, elles sont déjà armées. Elles ont des départements conformité qui ont l'habitude. En plus, on est sur un texte qui, pour le coup, reprend vraiment les codes de la conformité avec une approche par les risques, donc quelque chose qu'on connaît bien, de la supervision par la CPR. On est quand même dans une zone qui est pas trop inconnue non plus. Voilà, ça fait un texte en plus. Merci. Une troisième question, quatrième devant. Voilà, on va essayer d'être le plus synthétique possible pour la deuxième. Bonjour, Elias Ganem de Capgemini. Franca, vous avez parlé il faut investir plus et il faut créer des talents en plus. Et en fait, j'entends, on régule plus. Est-ce que ça marche, cette équation? On régule plus, donc on investit plus, donc on crée des talents en plus? Ou est-ce que c'est pas contre-productif de réguler plus vis-à-vis de l'investissement et du talent? Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner la régulation en Europe. Je pense qu'il ne faut pas abandonner la régulation en Europe, mais il faut s'améliorer sur sur tous les autres aspects, hein. Investissement, je l'ai dit, et les talents, parce que c'est vrai qu'on n'attire pas trop les talents et on garde même pas les talents européens. Je suis italienne d'origine, vous l'avez peut-être compris par mon accent. Tous les bons partent, par exemple. Et en France, on n'arrive pas à garder parce qu'il y a même les personnes qui viennent de l'extérieur, les talents, les chercheurs, etc. C'est très difficile. Ils ont toutes des démarches administratives très compliquées, etc., etc. Donc voilà, essayer de retenir les talents avec des politiques. Je dirais qu'il y a aussi une différence, mais Yvan pourrait peut-être le confirmer, ayant vécu aux États-Unis, c'est la façon dont les États-Unis, à partir de la recherche, font l'application,
qui est beaucoup plus rapide que les circuits européens. Et ça, c'est pas la régulation qui va empêcher ça, ni de la rétention des talents, ni le reste. Donc, mais moi, je pense que l'Europe, il ne faut pas qu'on renonce à cet avantage, je pense, concurrentiel. La confiance, c'est important, et le respect des valeurs fondamentales, j'y tiens en tant que syndicaliste, mais aussi en tant que citoyenne, je pense que c'est fondamental. Yann, peut-être juste un mot. Oui, alors je pense pas. Les États-Unis ne le disent pas forcément entre ces mots, mais ça se transcrit un petit peu dans la réalité. L'innovation, elle n'est pas que produit. Le business model, le modèle économique, c'est l'innovation. Une des choses que les États-Unis font assez bien, même s'ils ne disent pas qu'il faut qu'on s'approprie, c'est que la régulation est une innovation. Quand on discute de cette innovation de l'AI Act, ça va être en quoi ça touche notre avantage concurrentiel, en quoi ça augmente les barrières à l'entrée. Est-ce que ça facilite l'expansion d'une entreprise européenne au travers de l'Europe? Est-ce que ça lui facilite son expansion à l'extérieur de l'Europe? Parce qu'une fois qu'elle a mis tout ça en branle, eh ben, ça lui donne un avantage compétitif, notamment vis-à-vis de la perception, de sa réputation, de la confiance des consommateurs. Si on prend tout ça en amont, quand on crée, quand on met en place ces lois, on transforme totalement notre approche de la régulation au-delà d'une simple contrainte, en fait. Merci beaucoup. Il y a une toute dernière question. Allez-y, monsieur. Oui, je vous remercie, mais elle est en partie soulevée dans la deuxième conférence, mais je m'adressais plus particulièrement à Alexandre. En termes de gouvernance administrative, je veux dire en termes de rattachement hiérarchique, êtes-vous à la conformité? La conformité rapporte-t-elle directement à l'organe exécutif de l'entreprise? Nous, on a très tôt décidé, groupe BPCE, de mettre en place un dispositif de gestion des risques de l'IA sur le sujet, notamment pour anticiper l'AI Act et les exigences réglementaires qui en découlent. Donc, moi, je suis directement rattaché avec Ronan, ici présent, à la direction risque et conformité du pôle digital et paiement du groupe BPCE. Mais je pense que l'idée pour les organismes bancaires, c'est d'avoir l'approche qui soit la plus transverse possible et qui inclut un maximum d'acteurs. Donc, ça va être les métiers de la data, les métiers de l'IA, la conformité, évidemment, le domaine juridique, le domaine des affaires publiques, le domaine de la sécurité, le domaine DPO et RGPD. Et évidemment, tous ces sujets remontent ensuite auprès des exécutifs parce que ce sont des sujets qui sont d'ordre extrêmement stratégique. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense que nous avons épuisé le temps des questions. Merci de les avoir posées. Merci beaucoup à nos 4 experts. Et nous laissons la place pour la deuxième table ronde. Merci beaucoup. Merci à tous. On va faire une petite pause de 3 minutes et après on va reprendre directement sur la deuxième table ronde. On peut encore les applaudir, s'il vous plaît. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde des rencontres Finovantes, donc autour de l'IA Act. Donc c'est comment mettre en œuvre aujourd'hui l'IA Act au sein d'une organisation financière. Le but justement de l'IA Act, qui est la première réglementation européenne justement encadrant l'IA, vise vraiment à garantir, on va dire, des systèmes d'IA fiables aujourd'hui, éthiques et en toute transparence bien entendu au sein d'une organisation financière, tout en essayant ou bien en mettant en œuvre justement tous les risques liés justement à leur déploiement. Donc c'est ce qu'on va voir sur les axes des normes justement applicables et supervision et la préparation à ces enjeux justement. Donc petit tour de table peut-être. On va se présenter chacun. Stéphane, si tu veux commencer. Merci pour l'invitation. Déjà, France Innovation et donc Stéphane Astier, avocat chez As Avocat en droit du numérique. Bonjour à tous, Julien Hury, je travaille au pôle FinTech Innovation de la CPR, donc l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le superviseur des banques et des assurances en France. Bonjour, bonne année à toutes et à tous. Donc moi je suis Nofel Gouli, je suis directeur général délégué de BPCE Vie et en particulier je supervise les activités de support en fait au développement, donc un peu en agissant comme un CEO. Donc
notamment les activités de data et d'IA, et puis toutes les autres activités aussi technologiques. Bonjour tout le monde, je suis Nathalie Bellé, je suis avocat et par ailleurs fondatrice et CEO d'une société qui s'appelle Naya et qui édite une solution de pilotage de la conformité et des risques de l'intelligence artificielle. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre présence en tout cas. Juste pour commencer avec des bases, je vais commencer avec Julien pour le coup. Aujourd'hui, quels sont, selon vous, pour la CPR aujourd'hui, les enjeux du RIA justement ou IA Act aujourd'hui sur la réglementation applicable aujourd'hui au système, on va dire, d'IA déjà déployé dans les organismes financiers? Oui, donc en fait, une partie de oui, ça marche. Okay. Cette question, ça pose notamment le problème de l'articulation entre les AI Act et le reste de la réglementation prudentielle pour savoir quelles sont véritablement les exigences applicables aux établissements financiers. Et je sais que pour l'instant, à la fois pour des raisons qui tiennent à l'AI Act, c'est-à-dire c'est un texte qui est un peu compliqué et sur lequel on n'a pas encore tous les éléments. Voilà, et puis, enfin, à la manière dont ça va être mis en œuvre, pour l'instant, la situation n'est pas encore très très claire. Alors, sur cette question de l'articulation, on a deux temps. En fait, d'un côté, on peut voir que le règlement européen sur l'IA, le RIA, c'est un texte qui vise des objectifs différents de ceux de la réglementation prudentielle et financière classique. On a un texte qui est orienté droits fondamentaux, alors que on a une réglementation, et en particulier pour le superviseur qui est la CPR, les objectifs traditionnels, c'est la stabilité financière, la LCBFT, la protection du consommateur. Là, on a protection de la santé, sécurité et droits fondamentaux des citoyens. Donc, on a un texte qui vise des objectifs différents, qui est transsectoriel, mais donc on se dit, bon, ça n'a rien à voir, qu'est-ce que c'est que cet objet? Voilà. Quand on commence à regarder un peu plus en détail, en fait, c'est moins inquiétant qu'il n'y paraît, puisque on se rend compte que une bonne partie des exigences qui seront applicables aux établissements financiers sont assez largement congruentes avec le reste de la réglementation, en particulier des textes récents comme DORA. Donc, d'une part, voilà, on va avoir des exigences qui sont équivalentes. Voilà, par exemple, le RIA dit il faut que les données d'entraînement des modèles aient une certaine qualité. C'est des choses qu'on retrouve déjà, même si c'est dit autrement dans la réglementation. Et puis, le RIA, parce que le législateur a vu que le secteur financier était déjà très réglementé, donc le RIA prévoit déjà l'intégration d'un certain nombre de dispositions dans le cadre prudentiel existant, afin de réduire la complexité et les coûts pour les établissements, mais aussi pour les superviseurs. Voilà. Ce qui complique quand même un petit peu. Donc ça c'est la vue générale. Après, dans le détail, il y a plein de questions qui se posent, pour nous aussi, pour vous, j'imagine. Et puis, ça se pose, et je terminerai là, d'autant plus que le contenu précis d'un certain nombre d'exigences sera précisé dans un deuxième temps, et de manière un peu particulière par rapport à ce à quoi on a l'habitude, c'est-à-dire par des standards que doivent publier les organismes européens de normalisation, le CEN-CENELEC. Ça devait être plutôt cet été et ce sera probablement en fin d'année 2025. Donc il y a plein de choses sur lesquelles voilà, on attend encore d'avoir les détails. Et justement, on voit un peu le caractère incertain de la réglementation encore. Comment aujourd'hui la CPR peut-elle aider justement tous ces organismes financiers aujourd'hui? Voilà, donc effectivement, on va essayer de vous aider à y voir plus clair. Donc en tout cas, on y travaille. En tout cas, c'est sûr que tout le monde, vous comme nous, on a besoin que le cadre réglementaire soit clarifié. Et alors, ce que la CPR va faire très concrètement, c'est qu'il y a un travail au niveau européen qui s'engage, puisque évidemment ça concerne tous les pays européens, toutes les autorités européennes. Il y a un travail de cartographie des exigences applicables aux établissements en matière d'IA qui commencent à s'engager, notamment à l'EBA. À l'EIOPA, ça prendra peut-être d'autres formes, mais ça aboutira au même résultat, donc côté assurance. Et le but, c'est de voir exactement sur chaque question, qu'est-ce que le RIA ajoute, et dans quel cas il dit des choses qui existent déjà, et éventuellement de repérer
des contradictions entre ce texte et puis le reste de la réglementation qui pourrait nécessiter de la guidance ou autre. Voilà, donc ça a déjà commencé côté EBA, ce sera en coordination avec la Commission européenne, la BCE. Côté EIOPA, il y aura aussi des choses. Et donc, nous, ACPR, on participe à ce travail avec nos collègues européens. Et puis, on communiquera activement auprès de la place pour apporter au fil de l'eau des informations sur la manière dont les choses doivent être comprises, dont on les comprend, dont on les interprétera. Merci beaucoup pour les éclaircissements. Justement, je voulais rebondir avec Stéphane Das Avocat. Aujourd'hui, l'IA Act, est-ce qu'elle s'applique on voit clairement qu'il y a beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Enfin, il y en a énormément aujourd'hui, que ça soit dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, dans le secteur assurantiel aussi. Aujourd'hui, est-ce que la RIA aujourd'hui s'appliquera justement à tous ces systèmes d'IA aujourd'hui? Non, bien sûr, pas à tous les systèmes d'IA, ça a été dit lors de la première table ronde, mais un constat tout de même, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui a été dit lors de la première table ronde et puis sur ce que vient d'indiquer le superviseur. On navigue un petit peu dans un océan de complexité avec ce texte. Je pense qu'il faut traduire peut-être avec des mots un peu plus durs et directs ce qui a été évoqué jusqu'à présent, c'est-à-dire sur le fait qu'on est face à un texte qui a été très mal écrit, pour plein de raisons sur lesquelles on n'a pas besoin de revenir aujourd'hui, mais qui nous place dans un océan de complexité et de flou qui devrait être éclairci avec des nouvelles lignes directrices dont on ne sait pas encore quand elles vont intervenir. Et pourtant, les systèmes d'IA sont déjà présents dans le secteur bancaire et puis bien longtemps. Pour preuve et pour rappel, l'intelligence artificielle, elle existe depuis les années 50. Donc il y a beaucoup de fantasmes ces derniers temps sur cette thématique, et je pense que les entités financières comme les autres acteurs de tous les autres domaines de l'économie ont besoin surtout de visibilité. Alors certes, la régulation porte en elle un certain nombre de valeurs qui sont absolument essentielles pour se différencier du transhumanisme états-unien et des dictatures à la George Orwell. Ça, c'est un fait. Je pense on est à peu près tous d'accord là-dessus. Maintenant, je pense que sur la méthode de régulation et la manière dont cette régulation doit être intégrée, notamment au sein des entités financières, là, il y a du boulot et ça tombe bien. C'est notre métier d'accompagner ce genre d'opération. Et pour ça, effectivement, il faut commencer par le commencement. Et le commencement, ça figure d'ailleurs dans le texte, à juste titre. Je pense qu'il faut être très insistant là-dessus. C'est cette obligation de formation et de sensibilisation aux enjeux de l'intelligence artificielle. Et ça démarre très loin dans la chaîne. C'est-à-dire qu'au-delà des équipes métiers ou autres, il y a un vrai enjeu aujourd'hui qui est la formation des data scientists. La formation des data scientists aux enjeux éthiques de l'élaboration des algorithmes, mais aussi à cette notion d'explicabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez voir des data scientists, vous allez travailler avec les métiers, évoquer avec les métiers les sujets liés à un système d'intelligence artificielle que vous allez déployer pour de l'étude effectivement de crédit, pour la mise en place d'un chatbot ou autre. Bon, la question se pose, c'est comment, à partir des algorithmes, vous allez expliquer déjà la qualité des données qui sont introduites, les mesures de sécurité pour éviter d'être empoisonné par des groupes de hackers, et face à des algorithmes qui vont être un peu plus complexes pour, je sais pas, du fast trading ou encore du profilage de clients. Concrètement, comment fonctionne l'algorithme, comment vous l'avez entraîné, à partir de quelles données, comment ces données ont été évaluées. Bref, c'est toutes ces choses-là qui vont devoir être documentées, sur lesquelles les data scientists ne sont absolument pas formés. Et là, on est déjà sur un vrai sujet qui est peut-être le début du commencement, la formation. Ensuite, cette formation et cette sensibilisation, elle doit couvrir, bien sûr, tous les services portés par la conformité, les délégués à la protection des données et les équipes au sein des directions financières. À partir de là, on sera peut-être plus pertinent dans la cartographie nécessaire des systèmes d'intelligence artificielle qui sont déployés d'ores et déjà dans les entités financières.
Alors, on a parlé de chatbot, on a parlé de tout un tas de systèmes et de services, et on peut faire confiance à l'imagination de toutes les entreprises innovantes dont font partie les entités financières pour imaginer encore d'autres systèmes. Donc on les cartographie. Une fois qu'on les a cartographiés, on doit être en capacité, en dépit encore une fois de l'écriture d'un texte critiquable à bien des égards, de les ranger dans les différentes catégories et d'y associer un régime juridique, un statut, sur lequel vont pouvoir travailler à la fois les métiers, les représentants de la conformité et le juridique pour s'assurer des questions liées aux responsabilités, aux vérifications, à l'auditabilité et bref, répondre un peu à toutes ces exigences. Et là-dessus se posent sur cet existant, en tout cas, des questions qui vont être liées justement à concrètement, ok, comment on met en place justement ces différentes règles, comment on les documente, est-ce qu'on doit pour les outils internes mettre à jour la charte internet, la charte utilisateur des systèmes d'information, est-ce que pour tel autre outil on ne doit pas revoir le contrat passé avec le fournisseur de systèmes d'intelligence artificielle pour s'assurer qu'il est à jour de la réglementation et que nous serons en capacité de l'auditer. Bref, ce sont des exemples de questions, des questions qui vont être à poser pour permettre justement d'assurer cette sécurité. Merci beaucoup Stéphane. Rentrons dans le concret aujourd'hui avec Nofel. Nofel, aujourd'hui, vous êtes au sein de BPCE Assurance, une belle organisation financière, institutionnelle de la finance et de l'assurance aussi. Vous rencontrez beaucoup de prestataires de services technologiques, effectivement, mais aussi par-dessus tout, vous évoluez en interne aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà réfléchi à l'applicabilité justement de l'IA Act aujourd'hui au sein de votre organisation? Oui. Alors bon, BPCE Assurance, ça fait partie du groupe BPCE, hein, et Alexandre a évoqué le sujet tout à l'heure. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, ce sujet d'IA Act, et ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est pas un bouleversement et ça va pas bouleverser nos organisations. C'est pas de la même ampleur que ce qu'a pu faire RGPD au moment où c'est arrivé, où ça a fait évoluer de manière très significative nos organisations. Donc aujourd'hui, ça s'inscrit, hein, le sujet de l'IA Act pour nous, il s'inscrit effectivement dans les sujets de conformité autour de deux on va dire thématiques qui vont être complétées, qui ce qu'on appelle le privacy by design et le security by design, hein, et donc c'est effectivement dans cela que ça s'inscrit. Je voudrais rajouter une spécificité à l'assurance que chez nous, la conformité, c'est ce qu'on appelle une fonction clé, au même titre que les risques, la fonction actuarielle notamment, et donc qui est rattachée à la direction générale pour assurer une indépendance de cette fonction qui est une fonction clé. C'est la spécificité effectivement de l'assurance. Donc nous, pour en revenir en fait à la question qui était posée, deux choses. Donc nous, on est BPCE Assurance, donc on fait partie du groupe BPCE, donc on fait partie d'un banque assureur. Donc à ce titre, il y a une initiative au niveau du groupe qui a été évoquée par Alexandre tout à l'heure autour effectivement de la prise en compte de l'IA Act à l'échelle du groupe et donc de toutes les filières avec des logiques effectivement autour de ces référentiels, la qualification, l'identification de ces SIA, des sujets aussi autour de la sécurité. Donc là, on se place sous ce qu'on appelle nous les technologies risk management, qui est aussi quelque chose d'applicable chez nous. Et enfin, des sujets autour effectivement de la conformité, des procédures, des processus et de la façon dont on va appliquer dans nos différentes structures finalement ces évolutions avec une logique de norma, mais évidemment, puisque entre un établissement bancaire et un établissement assurantiel, il y a quelques subtilités qui parfois dont parfois on doit tenir compte. Donc tout ça, ça veut dire que effectivement, c'est pas un bouleversement, ça veut pas dire que ça va pas être des évolutions majeures. Effectivement, tout ce qui a été évoqué tout à l'heure en termes de, que ce soit avec nos prestataires, en termes de formalisation, en fait, je pense que le sujet, c'est effectivement quand on disait les data scientists, ils doivent être formés, en fait, ils doivent être formés à formaliser encore plus la façon dont ils mettent en œuvre, dont ils utilisent, et dont ils prévoient l'usage en fait de ces systèmes d'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a un autre sujet aussi qui est important pour nous, c'est que à date, compte tenu
effectivement des ambiguïtés parfois du texte actuel. On a une tendance à viser effectivement très large. Alexandre évoquait tout à l'heure le sujet de la régression logistique en disant est-ce que c'est un système d'IA, pas un système d'IA. Il y a une autre ambiguïté, puisque le texte parle en anglais de life insurance. Honnêtement, si on transcrit en français, on retombe dans l'épargne. La tarification en épargne, c'est un non-sens. Donc, on se dit, nous, probablement qu'au départ, les personnes qui ont conçu ça pensaient peut-être à la prévoyance, mais quand bien même là, quand on est sur la prévoyance, on n'a pas attendu l'IA pour faire de la tarification en prévoyance. J'ai envie de dire, c'est presque la base. Il y a des générations d'actuaires qui ont fait de la tarification en prévoyance. Après, est-ce que c'est le sujet de la sélection médicale, mais c'est pareil là, quand on est dans le sujet de la sélection médicale pour la tarification, où on était plutôt sur des modèles de règles aujourd'hui, sur donc pas vraiment sur de l'IA. Est-ce que ça tombe sous le coup de l'IA Act ou pas? Donc on a un peu ces sujets-là à décanter en fait. On a donc ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui nos structures, et effectivement, je pense que les structures financières, je parlais pour l'assurance, on est quand même rodé à la réglementation, à la mise en place, à l'évolution de la réglementation, et j'abonde complètement. Je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut de la réglementation. Et là, je reviens aussi sur les propos qu'il y a eu tout à l'heure sur. Au-delà de la réglementation, nos clients, ils nous font confiance, et on a vu que les clients, ils font confiance à leur banque. Est-ce qu'ils font confiance au système bancaire? Ça, c'est une chose, mais en tout cas, ils font confiance à leur banque. Et nous, nos clients nous font confiance. Ils font confiance aux caisses d'épargne et aux banques populaires. Et c'est cette confiance, c'est un bien qui est extrêmement précieux, au-delà de la réglementation. Et en tout cas, la réglementation nous fournit un cadre pour garantir cette confiance, au-delà uniquement des avoirs financiers et de la gestion financière. C'est aussi sur les données et le traitement qu'on peut faire dans les interactions qu'on a avec ses clients. Donc ça, c'est extrêmement important pour nous. Et donc évidemment, c'est une nécessité de faire cette réglementation, d'avoir cette réglementation. Est-ce que c'est un frein à l'innovation? Est-ce que RGPD a été un frein à l'innovation chez nous? Avec le recul, aujourd'hui, non. Moi, je ne pense pas. Et je pense qu'on a fait même évoluer la conformité. Aujourd'hui, on a une conformité qui est au service des métiers, et on n'est plus dans une logique qui a peut-être été le cas au début, où on avait une conformité, où effectivement on mettait en place les projets, puis après on arrivait devant la conformité qui nous disait oui, mais ça oui, ça non, ça oui, ça non, et c'était effectivement très frustrant. Là aujourd'hui, en tout cas chez nous, mais je pense que c'est pareil chez beaucoup de banques d'assureurs, on a une conformité qui intervient très tôt dans les projets et qui intervient très tôt aussi dans les projets d'IA, parce que effectivement on fait pas de l'IA depuis hier ou avant-hier, et donc on a une conformité aujourd'hui qui nous permet de faire de l'innovation, mais qui nous permet effectivement de faire de l'innovation éthique et en réponse effectivement à la réglementation existante et aux exigences réglementaires. Merci beaucoup, Nofel. Ça fait une belle transition sur la supervision, justement. Aujourd'hui, comment la CPR aujourd'hui, quelle forme de supervision aujourd'hui sera mise en place par la CPR, justement pour accompagner, ne serait-ce que les organismes financiers, mais aussi contrôler justement la mise en œuvre justement de cette RIA, justement. Merci. Donc, alors, je vais peut-être revenir d'abord sur l'architecture de supervision que le RIA met en place. Donc c'est pas la CPR directement. Donc simplement parce que c'est peut-être pas évident pour tout le monde. Donc il y a deux volets dans la supervision. Il y a un volet européen et un volet national. Le volet européen, c'est notamment l'AI Office, donc il y a un bureau de la Commission qui va veiller à la cohérence globale du dispositif et puis surveiller l'IA à usage général. Donc on en parlera souvent. Il y a aussi une institution dont on parle moins, qui est l'AI Board, qui représente les États membres. Donc il y aura un représentant par État membre et qui va jouer un rôle notamment, entre autres choses, de coordination nationale des différentes autorités de supervision. Voilà. Et cet AI Board, il aura notamment un sous-groupe sur la finance en 2025, donc ça pourra nous intéresser. Bon, néanmoins, donc l'essentiel des obligations, l'essentiel du contrôle de l'application va être du ressort des États membres.
donc d'autorité de surveillance du marché, c'est le terme qui a été choisi, que les États membres vont désigner. Il peut y en avoir un certain nombre. Et en principe, pour le secteur financier, ce sera donc l'ACPR qui sera l'autorité de surveillance du marché. C'est ce que prévoit le règlement, en fait, même si les États membres peuvent décider autrement. Et donc, pour l'instant, rien n'a été officiellement décidé, mais ça devrait être comme ça. Donc, en un mot, une autorité de surveillance du marché, ça assure la conformité des produits au moyen d'une démarche fondée sur les risques en effectuant des contrôles appropriés et d'une ampleur suffisante. Donc, il faut se souvenir que le règlement, le RIA, c'est un règlement qui est inspiré par la législation européenne sur la conformité des produits. Par exemple, la sécurité des jouets. C'est ça l'inspiration. Et on dit, on va faire de l'IA comme, c'est un type de produit comme des jouets. Voilà. Donc voilà, exactement. Voilà. Donc là encore, on part de très loin, mais en fait, quand on regarde ce que fait une autorité de surveillance du marché, on n'est pas très loin des missions d'un superviseur financier. Voilà, et en particulier, donc on peut ouvrir des enquêtes, procéder à des inspections sur place, exiger que les opérateurs prennent des mesures pour remédier à des non-conformités. Et les autorités de surveillance du marché pourront notamment requérir les jeux de données et le code source des systèmes dans un certain nombre de cas. Et donc, évidemment, imposer des sanctions. Alors, juste une remarque, donc dans cette architecture, donc volet européen, volet national, une remarque sur la partie secteur bancaire. Donc, l'intention, parce que donc ça va être un petit peu particulier, l'intention originelle, clairement, du législateur européen, c'était que le superviseur de l'AI Act dans le secteur financier, ce soit le superviseur prudentiel de chaque établissement pour simplifier les choses. Ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intégration d'un certain nombre de dispositions dans le cadre prudentiel existant. Ce qui est venu perturber ce beau schéma, c'est que la BCE a rendu un avis juridique. Vous savez que la BCE, avec le SSM, c'est le superviseur des plus grandes banques européennes, les Significant Institutions, par exemple BPCE. Et donc la BCE a rendu un avis juridique disant « Je ne peux pas avoir de nouvelles missions au titre du RIA parce que la protection de la clientèle, à quoi il rattachait pour l'essentiel le texte, ne fait pas partie de mon mandat. » Donc ça a changé le dispositif, puisque ça veut dire que l'ACPR devrait être le superviseur de l'AI Act pour toutes les banques françaises, y compris les plus grandes. Donc évidemment, l'ACPR participe à la supervision de ces banques, mais formellement, c'est le SSM. Donc on va avoir une disjonction. Et il faudra donc de notre côté beaucoup de coordination et bien vérifier que on est parfaitement en accord entre le SSM pour la supervision prudentielle et nous pour l'AI Act. Voilà. Merci beaucoup. On avait parlé des formations tout à l'heure et aujourd'hui il y a aussi des prestataires de services technologiques qui existent, type RegTech. Donc je pense qu'il y a pas mal de RegTech aujourd'hui qui existent dans le domaine de la finance et de l'assurance par-dessus tout. Est-ce qu'aujourd'hui ça peut devenir des partenaires stratégiques justement pour mettre en conformité ou même pour simplifier justement la mise en conformité chez les organismes financiers? C'est une question pour Naya, comme AS, comme BPCE Assurance. Alors moi bon, ok. Donc je veux quand même redire en effet tel que ça a été dit là. Comme vous savez sans doute, les ACT, c'est une réglementation produit horizontale. Donc tous les produits, donc c'est vraiment cette approche-là qui a été retenue. Si bien que dans une organisation donnée, qu'elle soit petite, moyenne ou grosse, on doit se poser la question de la conformité pour tous les types de produits, que ce soit les produits maison, je parle justement produits, c'est-à-dire ceux développés par l'organisation, ceux qui sont customisés ou ceux qui sont achetés sur étagère. Donc ça, c'est déjà un premier sujet, d'avoir cette approche globale. Ensuite, cette approche, le texte le dit clairement, elle va aboutir à des niveaux d'obligation qui sont très variés. Hein. Il y a des produits d'IA qui ont très très peu d'obligations, donc avec un duo réglementaire important qui est qui vous êtes par rapport au produit. Donc plus vous êtes impliqué dans la technologie du produit, vous l'avez développé, plus votre niveau d'obligation est élevé. Et ensuite, le profil de risque du produit, et ça, je rentre pas dans les détails, le texte liste des produits à risque, notamment à haut risque, et d'autres avec des risques un peu moins importants. Et donc en fonction de ça, votre niveau d'obligation bouge. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que dans les organisations, il faut avoir cette approche
globale, de cartographie et de qualification. Et cette qualification, elle porte sur tous les activités de l'entreprise, parce que ça aussi, autre considération, on le voit, l'IA touche tous les sujets d'une entreprise. Ça peut être la finance, les clients, les RH, les produits eux-mêmes. Ce qu'on voit sur le domaine financier, c'est pas différent de ce qu'on voit pour les autres sujets. C'est qu'il y a 4 grands types de use cases. Il y a l'IA sur les fonctions support de base. Ça, c'est toutes les entreprises. Il y a l'IA sur l'optimisation des processus métiers. Il y a l'IA sur les serviciels. Donc, quel service je vais mieux rendre à mes clients ou à mes salariés. Puis, il y a l'IA produit elle-même. Donc, et là, c'est vraiment là que généralement se concentre le plus haut niveau de risque. C'est-à-dire, par exemple, là, la question, ce serait un produit financier peut-il être basé exclusivement sur l'IA? Et donc, voilà. Donc, déjà, vous avez ces 4 use cases. Donc, ce que ça veut dire, c'est que l'organisation doit s'organiser pour piloter tout ça. Donc, notre conviction chez Naya, en effet, c'est que comme l'IA va devenir un ingrédient critique pour les organisations, comme les RH, comme les produits, comme la finance, comme les clients, pour tous ces ingrédients critiques, vous avez des systèmes d'information, le SIRH, le CRM, le RP. Et donc, notre conviction, nous, c'est qu'il faut un AIMS qui va centraliser et piloter la conformité et les risques. Et cet AIMS, il va permettre, et c'est notre métier chez Naya, il va permettre je dirais, poursuivre des objectifs opérationnels qui sont servis par des fonctionnalités digitales. La gouvernance, comment tout ce que je viens de vous dire s'organise, quelles équipes sont en charge de quoi, et la conformité pure, c'est-à-dire il y a un dossier de conformité à construire autour des produits. Si je suis que utilisateur, je vais récupérer la documentation de mon fournisseur, mais si je développe, je dois moi-même produire de la conformité et pour certains produits aller chercher un marquage CE. Donc là, il faut industrialiser en quelque sorte la conformité. Et puis troisième objectif opérationnel, c'est la performance, parce qu'en fait, s'il y a sert pas quelque chose à l'organisation, s'il y a coûte, s'il y a fait mal à l'emploi, à l'économie, au marketing, ça sert à rien. Donc il va falloir piloter tout ça. Et donc c'est ce qu'on appelle, ça c'est le gros chapeau, le fameux IA de confiance, et qui va impliquer aussi bien la conformité, l'éthique, et puis d'autres sujets qui sont plutôt liés à la responsabilité, la consommation d'énergie, le ROI, et voilà. Et sur la responsabilité, je veux dire une petite actu là, il y a une modification d'une directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux qui a été modifiée pour 3 raisons particulières: l'économie circulaire, la mondialisation des canaux de commercialisation et l'IA. Donc ça, il faut porter une attention particulière à cette directive parce qu'on parle beaucoup de l'AI Act en disant nouveau poids, ça pèse sur les organisations. Je peux vous dire que la directive responsabilité du fait des produits défectueux, c'est un enjeu ô combien plus critique que l'AI Act lui-même pour les organisations, puisque en termes de responsabilité, leur niveau d'engagement va être très élevé avec cette directive. Donc oui, nous croyons qu'en effet, la RegTech, dans ce contexte où il faut en même temps gouverner, en même temps piloter, gérer les risques, prendre des décisions rapides, former les utilisateurs, ça a été dit, développer des outils d'IA vigilance, puisqu'il y a il y a une obligation de surveillance post-commercialisation. Comme il y a de la matériaux-vigilance ou de la pharmacovigilance, il va falloir surveiller les produits. Ça, c'est ce que peut faire un AIMS. Donc nous, notre conviction est claire, c'est qu'en effet, tout ça, ça peut se digitaliser et on aime bien dire, c'est un peu CIaisé d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des fonctionnalités et donc on aime bien dire, c'est un peu l'IA au service de l'IA de confiance. Et donc ça c'est certainement, en tout cas pour les grosses organisations, une voie pour arriver assez vite et le mieux possible à la cible en trajectoire. Oui. Alors très rapidement, moi je suis tout à fait d'accord. Alors juste rappeler encore une fois que donc ce qu'on met nous sous le chapeau du privacy by design et security by design, c'est déjà en place pour nos systèmes existants et qu'on n'a pas un projet, que ce soit un projet informatique ou un projet hors informatique, en tout cas dans nos processus qui ne passent pas par ces logiques de validation du privacy et de validation de sécurité par nos équipes conformité. Mais effectivement, je pense que l'IA apporte un élément supplémentaire et effectivement, je pense que les RegTech peuvent nous aider, qui est cette logique de supervision en run, puisque aujourd'hui, je prends un projet informatique, quand on le met en production, finalement, on doit valider effectivement qu'il répond aux exigences de privacy, de sécurité, etc. Mais une fois qu'il est en production,
On s'assure juste que le système global en fait est sécurisé, mais on supervise pas forcément, sauf en cas de problème. Bon là, mais c'est assez exceptionnel. Or là, effectivement, avec l'IA, je pense qu'il y a une logique de supervision plus fine, plus temps réel, qui va s'imposer et qui va nécessiter effectivement de bien s'organiser et d'organiser nos équipes. Et c'est là où effectivement où je parlais d'évolution probablement majeure dans nos dispositifs, avec toujours évidemment. Alors c'est vrai que bon, on parle beaucoup là de conformité. Pas oublier que ces systèmes d'IA, ils sont là pour répondre à des enjeux business et des enjeux d'efficacité opérationnelle et enfin efficacité au sens très large, puisque peut-être qu'on y reviendra. Il y a le sujet RH qui a été évoqué dans la session précédente, qui est extrêmement important. Mais ça veut dire qu'on a aussi ce qu'on appelle les équipes métiers hors conformité qui sont impliquées. Et j'évoquais le sujet tout à l'heure. C'est une conformité, j'ai envie de dire, entre guillemets, au service aussi des métiers et au service de l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. C'est pas la conformité qui fait l'IA pour l'IA, quoi. Voilà. Donc, Et je vais rebondir avec vous, Nofel. Qui dit nouvelle technologie dit aussi nouveaux risques. Et aujourd'hui, quels sont les risques opérationnels justement liés à cette nouvelle réglementation pour un organisme financier? Ouais, alors il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Mais enfin là, nous, notre enfin pour réévoquer le sujet, il y a le sujet du biais évidemment, hein, sur des systèmes d'IA qui sont évolués. Encore une fois, je pense qu'on a plein d'IA que j'appellerais d'IA rudimentaires qui tomberont pas dans ces éléments-là qu'on arrive à contrôler. Donc évidemment il y a le biais, il y a les problématiques qu'on évoquait tout à l'heure d'incapacité à expliquer ou de grandes difficultés à expliquer les choix qui peuvent être faits, qui peuvent être réalisés par des IA. Et puis il y a la corruption, donc là aussi de systèmes d'IA par des systèmes d'injection, etc. Donc évidemment, c'est pour ça qu'on a vraiment cette ce double contrôle qui est du privacy et qui est du sécurité. Voilà, donc c'est vraiment est-ce que le système est sécurisé, il est robuste, et puis est-ce que son fonctionnement aussi est sécurisé et robuste. Et dans l'IA, je pense que quasiment chaque jour, on est capable de découvrir un risque supplémentaire. Et pour nous, c'est évidemment extrêmement important. Encore une fois, je le rappelle, au-delà des sujets de réglementation, il y a le sujet de la confiance de nos clients qui est, j'ai envie de dire, presque au-dessus de toute réglementation, puisque quand vous avez perdu un client, la réglementation, vous n'êtes pas à le récupérer, hein, si je puis dire. Et en cas de non-conformité, comment aujourd'hui on peut anticiper justement ces risques juridiques concernant justement on va dire les sanctions potentielles qui peut arriver aujourd'hui, peut-être Naya ou Asavoka. En tout cas, les sanctions, c'est pas pour tout de suite, parce que comme on vous l'a dit tout à l'heure, c'est en train de se mettre en place. En conformité, oui. Ensuite, et là, bien sûr, je ne veux pas parler à la place du superviseur, mais évidemment, c'est un texte nouveau. Donc, même les autorités en charge auront, on l'imagine, à cœur d'être prudentes, c'est le cas de le dire, dans leur façon d'adresser justement les non-conformités, de les qualifier. Comment on s'organise? Déjà, on se forme, hein, mais tout à l'heure, ça a été vraiment bien dit. On est très à l'écoute. Il faut être très à l'écoute des autorités qui sont en train de se mettre en place, parce qu'évidemment, on n'a pas de pratique décisionnelle et ça compte sur la surveillance de marché. Toutes les surveillances de marché, quelles qu'elles soient, sur tous les sujets, il y a la pratique décisionnelle des autorités. C'est vrai que tout le monde est très à l'écoute là de la désignation future des autorités domestiques. Je le dis sans parce il y a cette attente là. Donc comment on s'organise? J'ai dit on fait bien son travail, parce que ce sur quoi j'avais envie de rebondir sur les risques, c'est qu'en fait l'IA ça reste de l'informatique. Hein, donc les risques c'est en type de risque. Hein, ça va être du risque de dysfonctionnement, du risque de cyber, du risque privacy. La RGPD. Voilà. On va être là-dessus avec des natures différentes. En effet, les biais, les hallucinations, ça c'est typique de l'IA. Les risques cyber, ils vont pas être qualifiés de la même façon, mais en fait les catégories de risques, c'est la même chose. C'est les risques d'image, les risques purs juridiques, c'est-à-dire un contrat qui est résilié, un client qu'on perd, une sanction d'une autorité. Voilà, l'approche de qualification de risque, elle est la même, hein, en fait. Oui, je voulais rebondir là-dessus. Je partage tout à fait ce qui a été dit.
Simplement peut-être pour prévenir justement ce risque de sanction et de non-conformité, il y a un bel outil qu'on maîtrise tous maintenant depuis des années parce que ça avait été déjà largement promu par le RGPD notamment. C'est ce qu'on appelle l'analyse d'impact, qui est prévu d'ailleurs pour les IA au risque, mais qui peuvent être parfaitement déployés pour tout système d'IA un peu sensible et qui doit être réalisé justement pour prévenir différentes typologies de risques et les adresser dans une documentation qui va montrer, et demain pourra être audité d'ailleurs sans doute par le superviseur, qui va démontrer en fait tout ce qui a été mis en place dans une logique d'obligation de moyens sans doute par l'entité financière pour justement limiter ces risques. Au-delà de ça, et encore une fois j'abonde dans ce qui vient d'être dit sur le fait que bon, l'IA, il y a beaucoup de fantasmes, encore une fois, on reste sur des sujets informatiques, je crois qu'il faut redescendre un petit peu, et tant mieux parce que là tout le monde est un peu en train de redescendre avec l'IA, l'effet un peu médiatique est en train de s'essouffler, on revient un peu plus à des choses un peu plus rationnelles, et tant mieux. Quand on est justement sur ce type de projet, donc il faut être pragmatique, et on en discutait lors de la préparation de cette table ronde, c'est aussi revenir un petit peu à nos fondamentaux, c'est-à-dire des fondamentaux sur du déploiement d'outils. Quand on déploie un outil externe, et ben on fait le boulot de faire une belle expression de besoin, on se pose les bonnes questions à partir d'une bonne formation, et ensuite derrière on travaille à un bon contrat ou un bon audit de contrat et une supervision du contrat dans la durée, parce que ça c'est quelque chose de très important sur lequel vous avez insisté à juste titre. Donc voilà, on revient quand même sur des choses assez finalement assez simples, sur lesquelles aussi il y a des points d'adhérence clairs, mais ça a été dit à plusieurs reprises et il faut insister là-dessus. Tout ce qui a été mis en place pour le RGPD va être utilisé, DORA va être utilisé. Enfin, les politiques de sécurité et de cybersécurité n'ont pas attendu le RIA pour être introduit dans les exigences et les pratiques des entités financières. Donc voilà, je pense qu'on a tous besoin d'un peu de recul et c'est normal, le texte est récent pour voir un petit peu quelles vont être les implications, mais à la lecture de ce texte, on voit quand même les points cardinaux qui vont permettre de guider un pilotage rationnel, pragmatique, efficace des dispositifs d'IA au sein des entités financières comme des autres entités. Merci beaucoup Stéphane. Juste avec cette mise en place de ce texte qui va rentrer en vigueur dans pas longtemps justement, comment vous voyez la forme de supervision côté ACPR aujourd'hui pour aider justement tous ces acteurs financiers à gérer tous ces nouveaux risques au final, que ça soit sur la cybersécurité, sur les propriétés intellectuelles, que ce soit sur la RGPD, peut-être mettre en place un conseil de surveillance, peut-être mettre en place une gouvernance au sein d'un organisme financier. Quelle serait pour vous la forme de supervision aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre complètement en détail, mais peut-être je peux rappeler ici disons, deux messages simples qui sont ceux de la CPR actuellement. Donc, d'abord, il n'y a pas lieu de s'alarmer pour les établissements. On en parle depuis tout à l'heure. Voilà, il faut relativiser certains aspects de nouveauté de l'IA et il faut aussi relativiser la nouveauté du RIA. Il n'y aura pas de révolution copernicienne, en tout cas, c'est notre analyse. Et d'autant moins que le secteur financier est bien outillé, en fait, pour relever ce défi de la conformité. C'est un défi, mais d'une part, il y a une solide maîtrise de la culture des risques, on en parle, et puis il y a déjà beaucoup de dispositifs de gouvernance, de contrôle interne, et ils peuvent être utilisés, soit utilisés directement, soit être répliqués, moyennant quelques adaptations. Voilà, par exemple, on a dit un mot sur le suivi des modèles dans le temps. Bah, probablement que en termes d'IA, on va pas procéder de la même façon. Donc, on aura des structures de suivi de ces risques qui seront légèrement différentes, mais globalement, on est quand même dans le cadre existant. Et puis, on l'a dit, il y a un certain nombre d'exigences qui existent déjà dans la réglementation sectorielle. Et nous, ACPR, c'est bien dans cet esprit-là qu'on veut contrôler les obligations qui sont liées au RIA. On pense que les principes actuels de saine gestion des risques et de gouvernance, ça demeure valable. Ça demeure notre boussole pour évaluer la conformité des systèmes. Et plus précisément, donc on peut déjà peut-être donner quelques principes, mais on est
évidemment, on est actuellement en train de réfléchir, de s'organiser, de travailler, donc on n'est pas du tout au bout du chemin, mais premièrement, donc on va mettre évidemment en place une surveillance de marché. Donc surveillance de marché, c'est un peu différent de contrôle permanent, par exemple, et c'est tout à fait, enfin la surveillance de marché, c'est ce qui est prévu par le RIA. Donc il faut respecter l'esprit du texte. Donc le but, c'est essentiellement d'identifier les systèmes qui risquent de poser des problèmes de conformité. On va avoir une approche basée sur les risques. Là encore, c'est le texte, donc une proportionnalité entre les moyens et les résultats. Et puis, on va utiliser au maximum les synergies avec le contrôle prudentiel. Ça correspond à la volonté du législateur. Et c'est évidemment le meilleur moyen de ne pas ajouter de complexité réglementaire en des temps où l'objectif de simplification est important pour tout le monde. Voilà. Je dis juste un mot, c'est que ces principes là dont je viens de parler, de saine gouvernance, de gestion des risques, ils valent dans l'AI Act, mais ils valent aussi pour l'IA qui n'est pas à haut risque dans l'AI Act. Et pour nous, superviseurs financiers, ça peut être tout à fait important puisque il y a une évaluation des risques au sens de santé, sécurité, droits fondamentaux des citoyens dans le RIA. Il peut y avoir des systèmes qui ne concernent pas les citoyens. On a parlé de trading automatisé et qui sont risqués du point de vue d'un superviseur. Le superviseur qui est la CPR ne s'interdit absolument pas d'aller regarder évidemment ces systèmes-là, ce serait très embêtant. Donc voilà, premier message, il n'y a pas lieu de s'alarmer et on est bien dans cet esprit-là, utiliser au maximum l'existant. Voilà, pour autant, il y a quand même des défis techniques nouveaux avec l'IA et qu'il ne faut pas non plus sous-estimer. Explicabilité, évidemment, on en a parlé. Je dis un mot sur l'équité. C'est aussi quelque chose de nouveau qu'introduit le RIA. C'est peut-être la dimension la plus nouvelle par rapport à ce qu'on connaît, et notamment pour un superviseur, pour qui c'est pas la question principale jusqu'ici. Et c'est une question qui est compliquée, honnêtement, puisque il suffit pas, par exemple, d'interdire d'utiliser des variables sensibles, des variables interdites, pour garantir qu'un algorithme ne causera pas de dommages. On sait que les algorithmes ils sont capables, on est dans le big data, ils peuvent très bien reconstituer une caractéristique qui n'était pas présente dans le modèle. Donc il suffit pas de dire j'ai pas mis telle variable dans mon modèle, donc je suis tranquille. Donc voilà, c'est d'autant plus compliqué que dans un contexte concurrentiel normal, l'activité de banque ou d'assurance, ça repose aussi sur la segmentation de la clientèle. Donc il faut évidemment qu'il y ait un arbitrage entre ça et les questions d'éventuelles discriminations. Tout ça pour dire, pour nous, quelles sont les conséquences pour les établissements? C'est qu'il va falloir se doter de nouvelles capacités humaines et techniques. Je pense que ça fait consensus. Il va falloir apporter la preuve qu'on respecte bien les exigences. Et du côté de la CPR, je précise que on entend évidemment s'assurer que la maîtrise des risques est effective. Donc, on ne se contentera pas d'envoyer des questionnaires et de cocher des cases, les établissements cochent des cases. Ce qu'on voudra vérifier, c'est que les algorithmes sont gérés par des personnes qui en comprennent le fonctionnement et les risques. Et de notre côté, évidemment, il faut aussi qu'on s'adapte, qu'on innove. Il va falloir qu'on se dote d'une doctrine sur certains sujets. Je viens de parler de l'équité, par exemple. Il va falloir qu'on développe une méthodologie de l'audit de l'IA. C'est pas forcément si évident. Et il va falloir évidemment qu'on construise des coopérations, des synergies avec les autres superviseurs financiers en Europe, mais aussi les autres superviseurs nationaux qui interviendront sur des champs connexes. Voilà, donc ça fait bien des défis, mais voilà, on est persuadé qu'on peut les relever collectivement. Merci beaucoup, merci pour vos précieux conseils en tout cas. Il nous reste quelques minutes encore pour évoquer un peu les retours d'expérience aussi. C'est toujours pas mal d'avoir des expériences concrètes. Est-ce que vous pouvez nous partager potentiellement des développements de solutions d'IA au sein de vos organismes, ou bien même Naya aujourd'hui, quels outils, Nathalie, quels outils quels outils sont mis en place aujourd'hui au sein des organismes financiers que vous voyez, ou comment vous aidez justement ces organismes financiers à mieux se mettre en conformité aujourd'hui? Donc sur les cas d'usage, de toute façon, nous, on est soumis au secret, donc je ne vais pas vous révéler les cas d'usage qu'il y a dans les solutions Naya, mais c'est vrai que
pour le moment, on voit des outils plutôt soit purement relationnels et donc assez simples en fait en termes de chatbot. Voilà, exactement. Et puis après, sans doute des outils pour potentialiser ou accélérer la tâche des actuaires, par exemple. Voilà, si je peux dire ça. Et puis après, les outils qu'on voit chez toutes les organisations, et là, rien de spécifique aux organisations financières, du scan de CV, les outils autour des sujets RH. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Et côté BP Solutions, sans rentrer dans les détails, bien entendu, dans le secret professionnel, bien entendu. Je peux rentrer un petit peu plus. En fait, on a récemment effectivement, j'avais communiqué un peu sur le sujet, mis en place ce qu'on appelle un compte rendu post-appel. Donc, on a un centre d'expertise et de relations clients qui reçoit des appels téléphoniques de nos clients. C'est à peu près 400 000 appels par an. Et donc, à l'issue de chacun des appels, il y a un compte rendu qui est réalisé par le collaborateur. Et donc, on s'est posé la question de se dire, ce compte rendu, en fait, il a une qualité qui va être quand même assez hétérogène en fonction du collaborateur, de la période, du type d'appel, du niveau aussi du collaborateur, entre un collaborateur qui est plutôt débutant par rapport à un collaborateur qui est expérimenté. Et expérimenté, ça ne veut pas dire que le compte rendu est mieux, puisque un collaborateur qui est expérimenté, il va pouvoir, par exemple, il peut utiliser des fois des raccourcis dans le compte rendu qui sont pas forcément lisibles après par le débutant. Et donc, on a souhaité effectivement tester la mise en place d'un compte rendu post-appel. Et là, il y a 3 briques. Et donc le premier, c'est le sujet du RGPD. Le deuxième, c'est le sujet de la sécurité. Et le troisième, c'est le sujet RH. On évoquait tout à l'heure le sujet RH qui est absolument important et aussi important, voire plus que les 2 autres éléments sur lesquels on arrive quand même à avoir une maîtrise technique et à trouver des solutions techniques. Donc évidemment, très tôt, donc nos équipes conformité ont été impliquées sur le sujet. Et donc il y a tout le sujet de l'anonymisation de l'appel, de l'information au client et de l'information au collaborateur, mais ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc ça, on a géré tout le sujet, mais in fine, on l'a géré comme on aurait géré pour un autre sujet. Vous vous souvenez qu'il y a de ça quelques années, on parlait de RPA, de Robotic Process Automation, où on automatisait finalement un certain nombre d'activités, y compris les activités réalisées par les collaborateurs. C'était exactement la même problématique qui se posait. Là, on a une automatisation un petit peu plus intelligente. On a le sujet de la sécurité, donc des flux, puisqu'on est passé par un prestataire. Donc, il y a cette logique de flux, de traçabilité, évidemment des traitements, de suppression, puisqu'on est sur une logique de speech to text. Donc, une fois qu'on est passé en texte, il faut supprimer au bout d'un certain temps l'enregistrement, la capacité à le réactiver pour des raisons aussi d'auditabilité et de s'assurer effectivement que l'algorithme y répond bien, ou en cas de problème, effectivement notre capacité à rejouer un certain nombre de jeux de données. Et enfin, le troisième point qui était le sujet RH. Et effectivement, il y a beaucoup de mythes un peu autour de l'IA qui va remplacer l'humain, etc. Et je peux vous dire que nos collaborateurs, c'est pas ce qu'ils préfèrent que de saisir un compte rendu en fin d'appel. Ce qu'ils préfèrent, c'est effectivement gérer l'appel, répondre à la problématique du client. Et on a eu un niveau de satisfaction, mais extrêmement élevé, quand le collaborateur, après, il voit un compte rendu en plus structuré, c'est-à-dire qui est homogène, où finalement j'ai une première partie qui est la problématique du client, les actions demandées ou à réaliser par le collaborateur, avec une conclusion, et vous l'avez pour les 400 000 appels. C'est pas juste simplement des notes brutes, quoi. C'est pas vraiment des notes structuré. brutes, et en fait quasiment les résultats qu'on a, c'est pour ça parler concrètement, ces résultats, c'est 100% des comptes rendus sont. Alors, ce qui est extrêmement important aussi, c'est on est vraiment cette logique de human in the middle. Donc, c'est-à-dire que le compte rendu est fait. C'est pas un compte rendu qui est enregistré automatiquement. Le collaborateur, il doit relire le compte rendu et le valider. Donc, 100% des comptes rendus
en fait, sont validés et à peu près 60% sont complétés. C'est-à-dire que le collaborateur, après, il complète éventuellement le compte-rendu. Ça nous fait gagner, évidemment, en efficacité opérationnelle, en efficacité énormément, mais surtout en qualité pour notre collaborateur et aussi pour le client. Et donc, on a répondu évidemment à des exigences de conformité, mais surtout, et je reviens après au point principal, c'est que ces sujets d'IA, mais comme plein d'autres sujets informatiques, etc., c'est pour répondre à des enjeux de simplification, des enjeux business, et donc c'est bien nous, en tout cas moi en tant que DGD de BPCE Assurance, dans laquelle je m'inscris, c'est répondre finalement à des irritants, pouvoir nous apporter une capacité à évoluer dans l'activité qui est la nôtre, qui est l'activité assurantielle. Merci beaucoup, Nofel. J'ai une dernière question pour Stéphane. Aujourd'hui, à travers cette table ronde, on a vu que la mise en œuvre de l'IA Act, ça nécessite une collaboration, que ce soit avec une direction juridique, un conseil de surveillance, avec des RegTech, etc., etc. Aujourd'hui, quels sont les défis justement de ces collaborations? Comment les réunir tous ensemble pour qu'ils puissent, je dirais pas se tenir main dans la main, c'est le but, hein, clairement, mais comment aujourd'hui réussir justement cette mise en conformité aujourd'hui grâce à ces collaborations? Là aussi, vaste sujet. Je serais bien prétentieux d'apporter une réponse complète à cette question qui est néanmoins très importante et pertinente. Je pense que il y a quand même quelque chose de positif. J'étais très critique sur ce texte parce que j'estime qu'il y a matière à être critique sur ce texte. Mais si on repositionne le texte, souvenez-vous à l'époque de l'entrée en vigueur du RGPD, l'Europe était la risée de toute la planète. On n'avait rien compris au monde du business ou autre. Quelques années plus tard, si vous regardez la map monde et vous regardez le nombre de textes inspirés du RGPD qui se disséminent aujourd'hui un peu partout sur la planète, en Asie y compris. Bon voilà. Donc on a été visionnaire sur un texte qui bénéficiait peut-être d'un peu plus d'antériorité avec la loi informatique et liberté et une certaine culture justement sur les droits fondamentaux. Je pense qu'on s'est un peu plus loupé clairement sur le RIA, mais bon, les choses vont s'ajuster et puis revenir dans l'ordre. Qu'est-ce qui ressort un petit peu de tout ça, sans aller chercher Montesquieu, mais essayer de rechercher effectivement l'esprit, ça a été dit. On est là sur le respect des droits fondamentaux et derrière tout ça, on est là sur la protection de l'innovation, la protection du business. Donc quand même un texte qui a vocation à être quand même au service des différentes, notamment entités financières, puisqu'on en parle aujourd'hui, et avec une logique de responsabilisation. Alors c'est un vaste mot, la responsabilisation, mais c'est quand même une autre tradition qui a été largement introduite par le RGPD, qui est d'expliquer que chaque organisation, en fonction de ses pratiques, en fonction de son organisation, de ses différents services et des systèmes qu'elle va mettre en place, va avoir un certain nombre de marges de manœuvre pour justement définir quelle va être sa propre doctrine en matière justement de préservation des risques lors de déploiement de systèmes d'intelligence artificielle. Il y a un cadre qui existe avec des sanctions qui sont prévues, des organes de supervision et de contrôle. Néanmoins, il reste des marges de manœuvre et de la liberté dans chaque organisation pour définir sa propre doctrine. Et ces marges de manœuvre, elles doivent être utilisées effectivement dans une logique de synergie interservice, transverse, avec différents acteurs clés. On en a eu un ici tout à l'heure lors de la première table ronde qui expliquait très bien justement cette logique transverse et l'intérêt justement de faire cohabiter et travailler ensemble plusieurs services. C'est un petit peu le métier du DPO, il faut le dire, aujourd'hui, ou du RSSI, de DSI aussi. Voilà, toutes ces personnes-là qui au quotidien travaillent en collaboration sur des sujets de conformité, des sujets de gestion de risque. Et je pense que on peut tirer justement les bonnes conclusions de ce qui a bien fonctionné pour le RGPD et l'appliquer pour les SIA. Merci beaucoup. Il me reste 1 minute avant qu'on prenne 1 ou 2 questions maximum, puisque le temps court. Pour vous, en conclusion de cette table ronde, quel serait votre conseil justement aux organisations qui débutent sur la mise en place de cette réglementation en quelques mots? On peut commencer par Nathalie. Il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Je pense qu'il y a un premier sujet, c'est être bien sûr que l'entreprise comprenne ce qu'est de l'IA par rapport à un logiciel intelligent, ce qui reste encore bien à trier pour pas se ruer sur un périmètre trop large.
On a eu ça aussi au moment du RGPD. Il y avait des listes de 1000 traitements et en fait, quand on a derrière raffiné, rationalisé, on arrivait à beaucoup moins sur les registres. Donc déjà, ça c'est la première pierre, c'est d'avoir une bonne compréhension de ce qui est de l'intelligence artificielle au sens réglementaire ou pas. Et ça c'est une première pierre. Et c'est un sujet de formation. Et puis ensuite, deuxième conseil, la carto. Moi, je suis un peu obsédée par ça parce que ça vous permet de déployer ensuite, pareil, je le dis de manière un peu générique, un programme de conformité par la valeur. C'est-à-dire ce qui est plus à risque mérite plus d'efforts et les équipes qui sont plus exposées, plus de formation, par exemple. Voilà, la conformité par la valeur, c'est cette approche, une fois que la cartographie est faite, d'avoir bien mesuré où se situent les zones de risque et ensuite de déployer. Je le dis de manière très, très générique, hein, parce que ça veut dire déployer de la cyber ici, de la documentation de conformité là, de l'expertise là, etc. Voilà, donc mes deux conseils, c'est ça. Nofel, peut-être un conseil pour les autres entreprises? Honnêtement, je sais pas, je vais donner le conseil. Enfin, je pense que nous, on a ce programme qui s'appelle Intact chez nous, qui est piloté par Alexandre et qui est très bien piloté pour un banque assureur ou l'autre. Après, il est très bien fait. Je pense que d'autres banques assureurs ont ce type de programme qui sont aussi très bien faits. Donc moi, étant dans une grande entreprise, et on est assez structuré. On l'a dit tout à l'heure et on l'a redit. En fait, on a déjà aujourd'hui des processus, des procédures qui sont existantes. Donc on vient les compléter et probablement que ça va enrichir. Encore une fois, je pense que ça va se développer, ça va changer probablement la façon dont on va travailler, mais pas de manière bouleversante et en mode de façon assez spot. Donc non, c'est je pense que être dès le moment où vous avez aujourd'hui une équipe conformité qui est bien structurée, encore une fois au service des métiers, hein, je pense que c'est important, et indépendante. Nous, on a cette chance-là dans l'assurance d'avoir une fonction de la conformité qui est très indépendante et du coup qui peut s'exprimer facilement et qui répond qu'à la direction générale. Donc ça, c'est quand même aussi une force, je trouve, et ça a bien été bien prévu pour permettre justement à cette équipe conformité d'être au service de manière indépendante de l'ensemble des métiers, pas que du business au sens commercial, mais y compris des équipes d'investissement, parce que on a évoqué des sujets d'IA, mais demain, dans les investissements, il y aura aussi des sujets d'IA dans les équipes comptables, etc. Donc pas vraiment de conseils, puisqu'en fait nous on fait déjà plutôt bien le job. Merci en tout cas Nofel. Julien, peut-être un dernier conseil? Je sais pas si ce sera, enfin oui, ça peut être préparez-vous, n'attendez pas le dernier moment. Mais n'ayez pas peur. Voilà, préparez-vous sereinement, mais commencez à travailler. Je rejoins les conseils identification, cartographie, mais enfin voilà, on le dit souvent sur les textes mais c'est important de se préparer un peu à l'avance. On a encore le temps, hein, c'est août 2026. Mais voilà, il faut quand même, les sujets, on l'a dit, sont quand même compliqués, donc il faut y travailler. Comme je vous l'avais dit au départ, nous, à CPR, on essaiera de relayer à la place le maximum d'informations. Voilà, donc on espère qu'on aura un dialogue fécond. Il faudra pas hésiter à venir nous solliciter pour évoquer des difficultés, des problèmes, des questionnements. Merci beaucoup Julien. Et pour finir avec Stéphane. Oui, enfin juste en deux mots parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses, mais peut-être il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui est en lien avec l'analyse d'impact, qui est tout simplement l'analyse bénéfice-risque. Je parlais tout à l'heure d'une bonne expression de besoin. Enfin, il y a des vraies réflexions à mener au niveau stratégique et au niveau des organes de direction en fait de tous ces groupes. C'est d'avoir une vraie réflexion sur le bénéfice-risque du déploiement d'un système d'IA, parce que on nous agite avec de la poudre de perlimpinpin et quelques baguettes magiques l'extraordinaire révolution de certains produits dits d'intelligence artificielle. Hein, je mets des guillemets sur l'intelligence artificielle. Et en réalité, quand on justement traduit tout cela avec une approche très pragmatique, pro-business, c'est-à-dire pas déconnecté du métier, on dit hors sol, hein, dans les salons parisiens en ce moment, c'est très à la mode cette terminologie. Bref,
d'avoir vraiment cette approche ancrée dans le sol, en se disant, en regardant en fait le système d'intelligence artificielle pour ce qu'il est et pas pour ce qu'on fantasme qu'il pourrait devenir, et d'en regarder tous les impacts. Je pense notamment sur l'impact environnemental, hein, qui est un sujet au cœur des dispositifs des institutions bancaires notamment, et on ne peut que s'en féliciter, et de regarder un petit peu toute la chaîne de valeur en termes de destruction d'emplois. Hein. On va pas citer Schumpeter avec la création destructrice, mais enfin bon, l'intelligence artificielle pose quand même quelques sujets aussi sur l'emploi, et c'était très bien dit lors de la première table ronde. Et donc de voir un petit peu dans toutes ces cases comment on appréhende en fait d'un point de vue purement stratégique et business un tel déploiement. Et j'ai envie de dire, l'intendance suivra. Oui, non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Là, on a abordé le sujet par la conformité. Il y a le sujet IA et RSE en fait. Hein, c'est vraiment ça qui pourra faire l'objet peut-être. Ça peut durer une journée entière, effectivement. Là, oui, on est reparti pour au moins 1 heure. Donc, mais effectivement, sujet absolument important. Merci beaucoup au panel. On peut les applaudir déjà. Peut-être une ou deux questions courtes et rapides, s'il vous plaît. Questions courtes, réponses courtes. Non, pas de questions. C'était complet pour vous? Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas à notre cher panel. Vous pouvez retrouver justement sur nos réseaux sociaux ou bien même sur notre site web le replay. Si vous souhaitez en connaître un peu plus, n'hésitez surtout pas. En tout cas, merci à vous. Merci d'avoir assisté justement à l'événement. Non, il n'y a pas de problème. Et on vous retrouve prochainement sur nos prochains événements. Merci à vous.